Bonjour et bienvenue dans ce 40e épisode de Comics Outcast. Ce soir avec... Eric les gars Ike, ça va? Merde, je crois qu'il respire plus, il est mort, je crois. Quoi? Il est quoi? Je crois que... Non, il est parti. Ah merde, ok. Bon, bah alors du coup, comment on fait pour le... Qui c'est qui présente? Je suis chaud. Moi, je veux bien je suis chaud. présenter. Je suis pas... On a... Attends, non, mais on a... Shifumi. Moi, je suis... Shifumi? Allez, Ok, d'accord. Shifu. Les amis, bienvenue sur Radio Kawa, bienvenue dans Comics Outcast. Comics Outcast, cette émission qui, comme toutes les 2 semaines, vous propose un tour d'horizon de la galaxie Comics US, dont le vaisseau est le studio B de WeFM et dont l'équipage sera composé cette semaine de Professeur Larousberg, bonsoir. Bonsoir. Absolument. Ainsi que Benjamin Renaudot, bonsoir. Le capitaine est sur le pont. Très bien, ainsi que le convalescent Capitaine Eric, qui est quand même dans le coin. Je suis pas vraiment mort, je suis là. Ok, très bien. Et puis si vous n'aviez jusque-là pas reconnu sa voix, celle d'Eric, c'est normal puisque c'est la mienne. Ici, Joe, commis de cuisine qui passe exceptionnellement chef en ce glacial soir de février. Ma première tâche consiste à vous annoncer le programme de cette émission. Alors ce soir, nous allons commencer par les reviews. Ben nous dira si, avec Superman, American Alien, Max Landis, le fils du réalisateur John Landis, fait honneur à son nom de famille et si son Superman se déroule de nos jours ou en Landis. Max. Elle est bien. Voilà. Non, elle est bien. Adrien se chargera de vérifier que toutes les pages des 3 premières issues de Symétrie se superposent parfaitement les unes aux autres. Et puis, de mon côté, j'aurai le devoir de vous expliquer que la série qu'il faut que vous lisiez si vous aimez Lovecraft et Truman Show, c'est Negative Space. Nous passerons ensuite au dossier débat discussion de la semaine avec un gros focus sur le méta dans les comics. Et puis, ensuite, nous passerons... enfin, nous vous dirons voilà ce que nous avons retenu de ce film pourtant assez oubliable qu'est Deadpool. Laissez-moi bâcher. Comme d'habitude, nous vous rappelons que vous pouvez réagir à cette émission, nous aimer, nous hater, nous troller, nous suggérer des trucs sur Twitter en usant et abusant du hashtag Comics Outcast, sur la page Facebook de Comics Outcast, sur le compte Instagram de Comics Outcast et tout simplement sur la page Comics Outcast du site Radio Kawa. J'avais également une information à vous donner, mais je l'ai oublié. L'épisode live. Ah voilà, l'épisode live, Ah oui, donc voilà. l'émission 39 qui a été enregistré dimanche Absolument. 14 si je ne m'abuse, Jour de la Saint-Valentin. est disponible au téléchargement immédiatement sur le site de Comics Outcast, bien entendu, Radio Kawa, pardon. Genre, Comics Outcast. je remets notre site. Vous pouvez la télécharger. Voilà, donc maintenant, trêve de blabla. Accrochez-vous à vos super slips en spandex. Comics Outcast émission 40. C'est parti, mon kiki. To the Batmobile. Let's go. Tu vas présenter plus souvent l'émission, je crois. Non, mais non, voyons, je fais de mon humble possible. Nous allons commencer par les reviews, comme chaque émission. Je me suis dit, vu qu'on fait une émission méta, on va peut-être commencer par autre chose, histoire de modifier tout le continuum On pourrait spatio-temporel. éventuellement faire des reviews d'autres Comics Outcast. Exactement. Ouais, Alors donc Ben va nous parler de l'émission 16. Bien sûr, je la connais par cœur. Dans l'émission 16, nous avons review. Putain, merde, j'en dis ce serait tellement bien. Ouais. Sauf que non, on va commencer par les reviews, tout chiant. simplement. Et que, histoire d'évacuer tout de suite tu vois, la merdasse, on va faire Symétrie avec Adrien. Adrien nous parle donc de Symétrie, une série comics qui vient de commencer, puisque l'issue 3 vient de sortir. On a même eu du mal à se la procurer. Hier, avant-hier. C'est édité chez Image Comics, si je ne m'abuse. Top même. Et étant donné que je ne l'ai pas lu, je ne connais pas ni l'auteur Oh ni là là. le dessinateur. Donc je vais laisser à Adrien le soin de nous les révéler. Alors l'auteur, c'est simple. C'est Matt- Photoshop. C'est Matt Hawkins au scénario, qui est un vieux de Image, dit-il lui-même, qui a bossé sur Postal, qui est en ce moment là, et Aphrodite 9. Ouais. Et à l'artwork, au Photoshop, à la 3D, enfin je sais pas À la trop, boucherie. au DeviantArt, on a Raffaello Yenko qui a bossé lui sur Epic Kill, sur Fantastic Four et aussi What If Ultron. Ok. Alors je vais tout de suite vous avouer le pourquoi j'ai choisi ce comics. À la base, c'est juste parce que j'avais vu une cover il y a super longtemps, genre au mois d'août. Il y avait des espèces de personnages un peu cool qui ressemblaient vaguement à Guy-Man des Daft Punk. Et je me suis dit, ah bah c'est bien, voilà. C'était faux, D'accord. en fait. Alors, le pitch, je vais vous le faire très très rapidement. Imaginez un futur sans maladie, sans haine, sans labeur
Au revoir, ambition, diversité, créativité, système monétaire, tout ça à la poubelle. Il s'agit en effet dans Symétrie de parler d'une utopie qui fonctionne sur 4 règles. La communauté, aucune diversité autre que genre et âge. La paix, d'accord, on a tous envie que ça soit la paix. Oui, effectivement. L'harmonie, bon bah ok, cool. Et l'égalité. Ouais, bon, c'est pas vraiment nouveau tout ça pour l'utopie, mais l'auteur est sûr de lui. On commence avec, dans le premier comics, une ouverture sur une situation un peu compliquée. On a l'impression d'une révolte, voire même d'une révolution. En tout cas, il y a une course-poursuite sur fond de narration. On ne sait pas vraiment de qui nous parle. Il s'avère que c'est le personnage principal, un dénommé Michael, qui va être le narrateur dans tout cet arc. Un narrateur au grand cœur, qui revient en fait sur l'origine de la situation. Donc après cette course-poursuite qui se termine par un drame, il y a un flashback et on a un petit peu l'histoire de ce Michael qui est né dans cette société du futur où les hommes ont installé une intelligence artificielle dans chacun de nous. Qu'on appelle RAINA, Responsive Artificial Intelligence Network Archetype, et cette petite intelligence artificielle / assistant personnel PDA BlackBerry nous dit genre quand est-ce que c'est bien de manger, quand est-ce que c'est bien de dormir, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse comme activité, tout ça. Elle nous aide à socialiser, elle fait en sorte qu'on soit pas trop malade, et comme ça les hommes ont réussi à allonger leur durée de vie de un paquet de dizaines d'années. Le tout dans cette utopie où les robots donc ont pris en charge le travail, et nous on se la coule douce dans des espèces de cités un peu froides. On est tous habillés en blanc, mais c'est vraiment chouette. C'est l'utopie parfaite de cet auteur. C'est l'équilibre, c'est donc la symétrie parfaite entre les hommes et les robots. Jusqu'à une catastrophe naturelle, figurez-vous, et c'est assez rare dans les comics pour le noter. T'as résumé combien d'issues là en 3 quarts d'heure? Ah d'accord. Une seule. D'accord. Une seule. Donc le premier issue est une longue exposition, une très très longue exposition, c'est assez fatigant. Et donc il y a cette catastrophe naturelle qui fait qu'en gros, il n'y a plus d'utopie, il n'y a plus de robots et tout ça, et les humains un peu concons se retrouvent vraiment au pied du mur, tu vois, à se dire comment on fait pour manger on est bien embêtés maintenant. Regardez, Les mecs deviennent tous Bourville. ça va bien manger. C'est un peu ça. On dirait l'intro d'un RPG japonais, tu sais, qui commence au bout de 10 heures là pour le moment. C'est ça. Et donc voilà, à la fin du premier issue, c'est la catastrophe. Et Michael découvre que, dis donc, il y a quelqu'un, regardez là-bas, il y a quelqu'un qui est rudement bronzé, parce que dans leur monde parfait à eux, il n'y a pas, tu vois, ils sont tous bien caucasiens. bleus, tous caucasiens. D'accord. Et là, il découvre une latinos, tu vois. Et donc il se dit, oh là là, mais qu'est-ce qu'il y a? Peut-être qu'elle s'est trop brûlée. En plus, elle est habillée en noir. Ouais, bien sûr, bien entendu. Bon, bref, je vais pas vraiment en dévoiler beaucoup plus de la suite parce que je l'ai vraiment lu sans passion. Tout est d'une narration, c'est plat comme la Belgique, tu vois. Ouais. Belle métaphore. Une très belle métaphore. On apprendra vu. vaguement qu'en fait cette narration, pourquoi Michael est le narrateur, c'est parce qu'en fait on assiste là à son journal, tu vois, à son récit, à sa legacy pour les générations futures. Et puis pour sa progéniture. Alors pour sa progéniture, effectivement. Pourquoi il lui raconte tout ça, on n'en sait pas grand-chose. L'auteur, en tout cas, lui dit... En fait, moi, c'est vraiment ça qui m'a étonné, c'est-à-dire que dans le postface, pour une fois que je lis le postface, je me rends compte que l'auteur est très sérieux à propos de son truc, c'est-à-dire que il fait sociologie, il fait 2 pages de socio, en claquant la pyramide de Maslow, etc., en disant ouais, regardez, je suis super malin, j'ai fait des recherches Wikipédia. Qu'est-ce que c'est l'utopie? Regardez, c'est comme ça que ça marche, et mon système, il marche. Et il dit même, dans la SF, j'en avais marre des situations du futur dark, en gros, où ça marche pas. Je voulais montrer une utopie. Et donc du coup, ça veut dire, en fait, ton truc dégueulasse là, enfin genre ton chaos initial, pour toi c'était bien avant en fait. Ça veut dire qu'il y croit un peu bizarrement. Et en fait, je suis ultra dérangé quand je lis ça parce que je me dis mais
qu'est-ce qu'il a en fait, qu'est-ce qu'il a en tête cet auteur, qu'est-ce qu'il est en train de me raconter, j'ai l'impression. Et bon voilà, alors du coup effectivement si on trash talk tous, c'est pas forcément pour le scénario, je pense que c'est surtout à cause des dialogues, de la situation, de la narration qui est un peu nulache, et surtout je pense pour l'artwork. Parce que tu dis pas le mot dessin et je pense que c'est bien de pas dire le mot dessin. Je dis pas le mot dessin, c'est vraiment difficile, mais je crois que je vais laisser Ben en parler parce qu'il est sensible à ça et je pense qu'il va rager. Oh, oui. Ouais, en fait, en gros, c'est vraiment ce qui m'a fait tiquer au départ. Vous savez que moi, j'attache plus d'importance au dessin en général qu'au scénario. Et là, en fait, c'est même pas que c'est dégueulasse parce qu'au final, dans ce choix, le gars va à fond et il fait un truc très propre. On dit de ouf, on dit toujours pas ce que c'est. Mais le choix est dégueulasse. En fait, moi je l'analyse comme ça. Je pense que c'est en fait des modèles 3D qui ont été faits dans un logiciel qui fait des trucs de la 3D, que ce soit Maya ou ZBrush ou etc. Et par-dessus ça, T'as donc une version papier là surtout. en fait, ils ont fait non, mais je peux te montrer. ils ont créé tous les personnages en fait, et donc effectivement, il faut leur faire prendre les poses qu'ils veulent hyper vite. Ouais. Et du coup, par-dessus ça, j'ai l'impression qu'il y a eu soit du Photoshop, soit un truc, pour faire croire que c'est dessiné, un truc de vectorisation. Enfin, c'est vraiment la surenchère de trucs informatiques. Ça se trouve, je me plante complètement. Et dites-nous d'ailleurs sur Twitter si on se plante, si vous savez comment ça a été fait. Mais moi, j'ai juste l'impression que c'est de la 3D dégueulasse. Ils font prendre les poses au perso et ensuite ils peinturent pour que ça fasse genre c'est dessiné quoi. Ça on dirait des jeux vidéo des années 2000 Exactement. en cel shading Exactement. sur lesquels t'aurais mis pause. Exactement. C'est le terme. C'est dégueulasse. D'accord. Ça me fait un peu penser, à Renaissance, tu sais le film français Renaissance, mais avec de la couleur, tu vois. Non, mais c'est vraiment crado ce quoi. que tu veux dire. Et donc effectivement le dessin m'a découragé dès le départ, mais bon je me suis dit si Adrien a choisi ça c'est qu'il y a une bonne raison. Et non. Et en fait je serais pas aussi véhément que toi, enfin t'es pas très positif en tout cas, tu trouves que c'est un peu plat et que c'est ça sert un peu à rien. En fait, c'est mal mis en œuvre, disons. Je pense que ça pourrait être vraiment mieux. En fait, il y a deux trucs que j'ai apprécié. En fait, effectivement, le scénar est connu. C'est un peu le scénar de Wall-E, en fait, tout simplement. Non, mais c'est ça. C'est des humains qui ont tout automatisé et qui, en fait, maintenant, sont juste des gens qui se font guider et qui font rien de leur journée. Quoi. Oui, moi, ça me fait plus penser à un espèce de Black Mirror. Où, effectivement, on c'est moins fun que Wall-E. Ouais. Mais en gros, donc c'est du déjà vu. Mais là où je trouve ça intéressant, c'est que déjà, il n'y a pas de soulèvement des machines. Enfin, en tout cas, pas encore. Alors que souvent, le scénario classique, c'est on a fait les machines à notre service et un jour elles se soulèvent et on part en couille. Déjà, il n'y a pas ça. Bon, peut-être que ça arrivera, mais en tout cas, ça m'a plu déjà. Je crois qu'au bout du 3, on comprend à peu près ce qui s'est passé. Peut-être, ça m'a plu. Cela dit, oui, pardon, je voulais juste dire tout à l'heure, tu disais qu'on sait pas où ça va mener, oui, l'exposition est longue, je suis d'accord. Mais ce qu'on peut dire pour leur défense, c'est que dans les premières images, on sait déjà que ça part en couille. Il y a une espèce de flash forward de quelques pages où son frère, il lui arrive des merdes et ensuite, voilà. Donc bon, ça sauve pas le truc, mais au moins, on se dit, il va se passer quelque chose. Ça peut accrocher le lecteur. On peut pas dire qu'on comprend rien et tout ça. Voilà. C'est pas un image dans ce que je déteste dans le toute plus. La longueur. C'est-à-dire genre achète 3 issues puis tu comprendras peut-être. Voilà. Et donc ça j'ai bien aimé le fait donc qu'il n'y ait pas cette espèce de soulèvement des machines habituelles et aussi sans aller aussi loin que le gars qui fait un peu effectivement comme tu l'as dit une critique un peu socio de dire oui la société de façon elle peut fonctionner. Enfin je suis pas d'accord avec lui mais c'est vrai que c'était intéressant de lire ce truc. Là où j'aime bien le truc c'est que et ça va de pair avec ce que je disais sur les machines, c'est que le danger en l'occurrence, c'est pas la facilité que ce soit les robots ou un ennemi qui vient d'ailleurs ou quoi, c'est les humains eux-mêmes. Et je trouve que c'est intéressant. Alors peut-être qu'il faut que ce soit creusé. Je suis d'accord qu'au bout de 3 issues, sur le fait qu'on est complètement dépendant des machines et donc que dans ce futur, éventuellement, on saurait pas torcher notre cul tout seul. Non, mais il y a pas que ça, parce que si tu regardes, les machines, en fait, on va dire que c'est le progrès technologique, mais le progrès, enfin en tout cas l'évolution sociologique et humaine qu'il y a dans ce truc-là, c'est qu'en fait ils se sont dit, ok, on va virer plein de trucs. Aussi bien l'amour que les trucs, que la peur, que les sentiments. En fait, les mecs, ils prennent des drogues toute la journée. Les robots, c'est via eux, puisque les robots ne font que les servir. Ils se mangent des trucs dans leur boisson pour n'avoir plus aucun sentiment et être en fait juste que des gens. En gros, ils font jamais l'amour que pour procréer. En fait, c'est vraiment c'est eux les machines au final. Et donc, du coup, je trouve ça intéressant de se dire que. Au bout d'un moment, donc il y a plus de robots. Il y a une sorte d'inversion des rôles. Exactement. Et au bout d'un moment, il y a plus de robots et en fait, les humains ils savent pas quoi faire. Et je pense que c'est à partir de là que ça peut être intéressant. Ça se trouve ils vont se chier dessus, mais en tout cas, je trouve que le postulat dans une coquille qui paraît commune à plein d'autres trucs de SF et d'anticipation, il touche à un truc qui peut être intéressant. Après, il faut qu'il le transforme. Mais donc voilà, je suis un peu mi-figue mi-raisin. Le problème de parler du futur comme ça, qui est un futur qui est a priori qui mène à un chaos et donc tu vois qui devrait être du coup une dystopie. Si le mec qualifie lui-même le truc d'utopie, il y a juste un problème de conception pour moi. Mais l'utopie, c'est le projet. C'est pas ce qui se passe après, ça va partir en couille, mais la base c'est une utopie. Oui, voilà. Mais en fait, du coup, à mon avis, si vous voulez une histoire dans le genre, mieux vaut lire Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, qui est à peu près la même chose. Mais franchement, si c'était bien dessiné, j'aurais été plus positif que ça, je pense. Vraiment, les dessins, ça c'est très probable. C'est très probable.
Jojo. Eh bien écoutez, je n'ai pas lu, donc, oui, c'est vrai. que voulez-vous que je vous dise, je ne sais que dire, à part que si je vous écoute, je me dis que ça va pas trop me plaire, et en même temps, je suis assez intrigué par ce que Ben a dit sur la fin, c'est-à-dire l'inversion finalement de la, comment dire, de ce qu'on transpose généralement sur Ouais. les robots, qui finalement finit par devenir l'archétype de l'être humain, c'est-à-dire sans émotion, Ouais, c'est complètement ça. blanc, en fait, C'est leur choix comme en une plus, sorte hein, de donc, de disque sur lequel peut-être dans le futur ils vont écrire des nouvelles choses. Donc je sais pas, c'est un peu comme dans The Island, le film de Michael Bay, je sais pas si vous vous souvenez de ça, Ouais, avec ouais, Ewan carrément. McGregor qui était plutôt pas mal. mais du coup il faut changer de dessinateur, quoi. Enfin, Ouais, d'artiste, de technicien. de technicien. Non mais bon, le pauvre, il a dû, enfin voilà, on va pas lui cracher dessus, mais son style n'est pas. Adrien, t'allais rajouter un truc? Non. Non, finalement non. Ok. Très bien. Donc, Eh bien, du coup, il faut s'y mettre ou pas? bah, Il faut s'y c'est mettre. vous. Il faut s'y Ah, mettre. ou pas Faut s'y mettre. Allez, la suite, Ok, oh la je vais vache. tout de suite vous parler de Negative Space. Oh, le gars me Yeah. fait passer en dernier. c'est Négative, bah oui, tu vas passer Non, en mais dernier. c'est Mais attends, pourquoi pas? C'est Je me parfait, suis dit, Eric. vu que je présente, les gens vont raison. s'attendre à ce que je passe en dernier, alors qu'en fait non, je me mets au milieu. Entre vous deux, les amis, au show. Negative Space. Donc, pour vous raconter la petite histoire, Negative Space est une série éditée chez Dark Horse que Adrien a proposé à Zef de lire. Ouais. Finalement, Zef ne pouvant pas être là ce soir, je me suis dit bon bah je vais récupérer son truc en me disant patate chaude dégueulasse, je vais me récupérer un truc chiant Je qui ne va choisis pas que de la qui va merde. m'emmerder. Et en fait, c'est très bien. Alors Negative Space, comme je vous l'ai dit, c'est édité chez Dark Horse. C'est une série qui a été créée par Ryan K. Lindsay avec Owen Jenny à l'artwork. Et donc c'est une histoire aux limites du fantastique. Et comme je le disais dans l'intro, ça peut vous résumer très bien le truc. C'est un peu H.P. Lovecraft meets The Truman Show, quoi. C'est-à-dire que on découvre Guy, qui va donc être le personnage principal de cette histoire, en tout cas pour les 3 premières issues. Je sais pas si ça va bouger après. Pour l'instant, c'est sur lui que l'histoire se focalise, qui est un auteur de ce qu'on peut imaginer, un auteur de romans qui vit un peu reclus chez lui, qui semble être en lourde dépression, puisqu'on s'aperçoit dès les premières pages, hein, je ne vous spoil rien, qu'il écrit a priori ce qui va s'avérer être sa suicide note. Donc le mec prévoit de mettre fin à ses jours, et puis en sortant de chez lui, il tombe sur le mec qui lui sert des cafés chaque jour en bas de chez lui, qui est un mec super sympa, qui lui donne un petit peu foi en l'avenir, et qui recule un petit peu l'échéance. Et puis de toute façon, Guy, il s'aperçoit que pour la première fois de sa vie, il a l'angoisse de la page blanche sur sa propre lettre de suicide. C'est-à-dire qu'il n'a pas envie de se suicider tant qu'il n'a pas écrit une lettre de départ, et il n'arrive pas à la terminer. Donc on sent qu'il y a quelque chose qui le retient. On ne sait pas trop quoi. Parallèlement à ça, on va découvrir les agissements d'une société pas secrète du tout, hein, qui porte un nom que j'ai oublié d'ailleurs, Kindred, la société Kindred, Ouais, c'est un peu qui est une sorte de... la World Company, quoi. Ouais, voilà, c'est la World Company de cet univers, parce qu'on sait pas vraiment où ça se passe. J'ai l'impression que c'est New York, mais je Ouais, sais même pas ça. si c'est clairement établi. N'importe. Et donc Kindred Tower, on va apprendre très rapidement que c'est une multinationale qui travaille en collaboration avec des êtres, je sais pas si c'est des êtres aliens, en tout cas c'est des créatures Une sous-marines méduse un peu, ouais. qui ressemblent à des méduses géantes armées de dents et de tentacules roses, qui donc vraiment là nous font pénétrer dans l'univers de H.P. Lovecraft avec voilà des monstres tentaculaires qui vivent au fin fond des océans et qui se nourrissent du désespoir de l'humanité. C'est-à-dire que pour pouvoir survivre et pour profiter de leur vie, elles se nourrissent de toutes les émotions négatives qui se déroulent à la surface de la Terre. Elles les absorbent. Et afin qu'elles n'attaquent pas la Terre et qu'elles ne détruisent pas l'espèce humaine, Kindred Tower a décidé, enfin Kindred, la société, a décidé de proposer une collaboration à ces créatures, et donc se fait fort de recruter des éléments êtres humains extrêmement déprimés, de les déprimer encore plus en rendant leur vie absolument épouvantable. Il les gave, quoi. Un peu comme dans Truman Show, c'est-à-dire que toute leur vie est presque scénarisée de A à Z pour en faire une misère humaine sans que eux ne s'en aperçoivent, les victimes, pour enfin, une fois qu'elles sont bien grasses, bien à point, comme une noix qu'on a bien gavée, être données en pâture à ces créatures sous-marines.
Sauf que évidemment la machine va s'enrayer. Pourquoi, comment, je ne vous l'explique pas, parce que c'est là qu'est tout l'intérêt de ces 3 premières issues. Mais ce petit ordre établi un peu dégueulasse va très rapidement partir en couille. Et quand je dis partir en couille, c'est-à-dire que non seulement la machine de Kindred va s'enrayer, mais en plus de ça, on va véritablement partir à la découverte intérieure de cet univers sous-marin qui a de quoi intriguer. Donc j'ai trouvé ça assez formidable parce que très rapidement l'auteur parvient à mettre en place un univers complètement crédible. C'est-à-dire que dès les premières pages, on comprend à peu près de quoi il retourne, sans véritablement connaître encore les tenants et aboutissants de l'histoire, mais on comprend ce qui cloche dans cette histoire. Le titre prend Negative Space prend très rapidement son sens. C'est-à-dire que effectivement, comme le disait, ça va devenir un running gag, mais on n'est pas devant un Image Comics de base. On est chez Dark Horse, et donc du coup, tout est plus rapidement mis en place. Et le personnage principal de Guy, qui est vraiment un loser, qui a les cheveux longs et gras, qui est un petit peu obèse, qui a pas l'air spécialement bien fait de sa personne. Enfin, à la limite, on n'a pas envie de lui dire tu fais bien de te tuer, mais on comprend les raisons qui peuvent éventuellement motiver ce mec à mettre fin à ses jours. On laisse sous-entendre qu'il a mené une vie un peu merdique. On en apprend un petit peu plus tard sur son passé. Voilà, il y a eu un passif. Pas en révéler plus, mais voilà, il y a un passif qui nous fait comprendre que voilà, ce mec avait peut-être envie de mettre fin à ses jours. Et finalement, quelque chose va lui tomber sur la gueule, qui au départ pourrait provoquer justement son départ précipité, et qui finalement va l'inciter à s'accrocher à la vie. Et c'est vraiment ça qui m'a plu dans cette histoire, pour le moment en tout cas. C'est que malgré le titre Negative Space et malgré ces 3 premières issues qui au départ sont extrêmement glauques, extrêmement lourdes, finalement tu sens que, un peu comme dans Low de Rick Remender, c'est l'espoir qui va devenir le maître mot de la suite des événements, et qui va peut-être permettre au personnage de survivre, d'évoluer. Donc c'est quelque chose que je vous recommande chaudement. Je saurais pas vraiment quoi dire de plus, à part que ça m'a vraiment beaucoup plu, que c'est bien écrit. Je suis pas ultra convaincu par toutes les planches du dessinateur. Il dresse des portraits de personnages très caricaturaux dans leur manière d'être représentés. En revanche, donc ça c'est pour les êtres humains. En revanche, dès qu'il s'agit de dépeindre ce monde sous-marin et ses créatures, là ça commence à devenir véritablement fascinant. Et même lorsqu'on est à la surface de la Terre, lorsqu'on s'aventure un peu dans les bas-fonds new-yorkais, dans les rues un petit peu humides, un petit peu grisâtres, là le trait du dessinateur commence à prendre un petit peu tout son sens, parce que justement c'est un trait un peu crado, pas forcément hyper, enfin j'ai pas envie de dire pas hyper soigné, parce qu'au contraire là je suis en train de tomber sur une case, c'est très soigné, mais c'est volontairement granuleux. Et dans ces cas-là, ça prend vraiment tout son sens et ça fonctionne. Après, je suis pas toujours convaincu par la manière dont les personnages sont représentés. C'est un peu caricatural, un peu cartoonesque, et parfois je trouve que ça dessert un petit peu la teneur du récit. Voilà. Alors je sais pas vraiment ce que mes camarades en ont pensé. J'ai l'impression que vous avez trouvé ça plutôt bien, mais j'ai envie de me tourner vers Ben, parce que j'ai l'impression que t'es peut-être un peu plus modéré qu'Adrien, qui a l'air d'avoir vraiment beaucoup aimé. Alors en fait, je vous le dis le truc tout de suite, comme ça peut-être que mon avis sera pris différemment. En fait, il m'arrive une petite aventure, c'est qu'en fait, j'ai commencé à lire le 1 et le 2, et au moment de chercher le 3, j'ai fait mais il est où le 3 ? Et en fait, j'avais lu 2 et 3. Je n'avais pas lu le 1. D'accord. Mais je me suis pas senti perdu à aucun moment. Et en lisant le 1, en fait, j'ai pas lu des trucs qui me servaient à rien, parce qu'on en apprend plus sur le personnage principal, etc. Mais en gros, je me suis dit, ouais, en fait, le 1, j'aurais pu m'en passer. Et donc, je me suis fait la réflexion, bon, évidemment, pas complètement, il y a eu des informations, mais je me suis dit, si le fait de ne pas avoir lu le début ne m'a pas gêné, c'est que c'était assez bien expliqué, ou qu'en tout cas c'était assez subtil pour me mettre dans l'ambiance, et que il n'y a pas des moments où je me dis, tiens, qu'est-ce qui se passe, pourquoi je comprends pas, c'est qui ce perso, et on juge aussi parfois les bonnes séries au fait qu'on peut les attaquer n'importe quand et pas être perdu. Après, ne faites pas ça si vous suivez la série, commence au numéro 1. Mais en gros, voilà, donc là je me suis dit, ok, il y a sûrement un truc solide. Je vais pas redire ce que t'as dit, je suis d'accord avec ce que t'as dit, mais là où j'ai eu un petit souci, c'est que j'ai trouvé qu'il y a certains moments, c'était, je dirais pas trop facile, mais en fait,
certains persos ont des comportements qui sont pas forcément justifiés, dans le sens où en fait il y a des trucs qu'on n'explique pas, c'est-à-dire même après avoir lu les trois en fait des fois j'ai l'impression qu'on survole évidemment le perso principal, vu que le comic c'est basé sur les émotions, le perso principal est assez creusé, mais les autres personnages tu sens qu'ils ont des émotions, notamment les méchants, tu sens qu'ils ont des émotions, qu'ils ont des a priori, qu'ils ont des préjugés, enfin qu'ils ont plein de valeurs et tout ça, mais en fait on t'explique pas vraiment. Enfin, je sais pas comment expliquer. En gros, évidemment, on va pas te dire oui, il lui est arrivé quelque chose dans son enfance. On va pas expliquer exactement, mais le ressenti que j'ai eu, c'est j'aurais bien aimé que certains persos soient un peu plus creusés, ne serait-ce que sur une ou deux cases. Tu vois, juste qu'on en apprenne un peu plus. Tout l'intérêt de la série, c'est qu'ils vont peut-être justement se révéler petit à petit et qu'on va en apprendre mais plus. J'ai eu un peu cette espèce de gêne en me disant ah putain c'est dommage. En fait, on passe tout de suite. En fait, en gros, au bout d'un moment, même si les dessins, je suis entièrement d'accord avec toi, les fresques sous-marines et les décors de ville sont absolument dingues. Les personnages, je suis aussi d'accord avec toi, c'est un peu trop caricatural. Le méchant, il a vraiment une gueule dégueulasse, enfin j'aime vraiment pas. Le méchant, il a vraiment une c'est sale pas une gueule tronche, quoi. dégueulasse, genre on voit que c'est un méchant, tu vois, c'est juste en fait j'aime pas vraiment. Oui, il est moche, quoi. Voilà, il est moche, voilà. Moche, pas dans le bon sens du terme, c'est-à-dire il est pas charismatiquement moche, il est moche. Ouais, quoi. il est vraiment moche, Juste quoi. Et du coup, je sais plus ce que je voulais dire, je parlais des dessins. Que tu es assez d'accord avec moi oui, sur non, le j'étais fait d'accord avec toi sur que les dessins étaient beaux. Putain non, j'ai perdu mon fil. Bah écoute, c'est pas grave. J'ai perdu mon fil. Tu vas le retrouver pendant qu'Adrien va nous raconter un petit peu son avis. Donc c'est bien, j'aime l'histoire, mais ah oui voilà, c'est bon, j'ai retrouvé. J'ai trouvé qu'en fait des fois il y avait peut-être trop de cases vides qui sont juste jolies. Et j'aurais bien aimé que ce soit des cases, pas forcément des cases avec des milliards de bulles, mais qui servent à présenter un peu plus les personnages. Peut-être c'était un peu inégal, mais bon, c'est mon goût perso. Mais bon, c'est cool et il faut mater. Je comprends. Adrien. Oui. Alors, moi j'ai juste trouvé ça absolument fabuleux. Ouais. J'avais choisi ce comics à la base parce que j'avais pu le feuilleter, l'issue numéro 1. Et je trouvais l'artwork, enfin moi pour ma part j'adhère complètement, c'est quelque chose de très nouveau, enfin je pense pas qu'on ait lu quelque chose qui se compare à ça depuis le début. Entre ça et Symétrie, c'était des nouveautés. Il y en a une qui réussit, il y en a une qui est un peu moins et alors je vais pas revenir sur tout ce que tu as dit Joe, parce que tu le dis très très bien, et je pense que voilà, l'aventure, l'histoire, le fond de l'histoire est absolument merveilleusement bien écrit. C'est assez brillant, quoi. Clairement, on est embarqué dans un univers. C'est vraiment grand. Mais au-delà de ça, il y a quelque chose moi qui me touche, qui me marque, et je pense que ça vaut le coup d'être vraiment relevé. Ça aborde ça aborde le thème de la dépression, et c'est pas quelque chose qu'on voit souvent. Carrément mettre on a là un super héros dépressif, et donc voilà, c'est traité avec finesse, en fait, avec justesse. Ouais, puis c'est pas dépressif comme un Hawkeye ou un truc comme ça, c'est parce qu'à la base on est face à un être humain un peu loser, quoi, qui va se voir malgré lui investi d'un certain pouvoir, mais oui, voilà, c'est ça. Mais c'est vraiment le fond de son mal-être, et de sa, je pense que c'est sa maladie, tu vois, chronique. Je pense qu'il y a vraiment de ça aussi dans le fond, et c'est le discours est vraiment bien, c'est assez juste. Et voilà, c'est vraiment chouette. Moi, je regrette, ou je n'ai qu'une peur, c'est de comprendre que c'est en 4 issues. Et je crois que c'est vraiment une mini-série, et il m'en reste plus qu'à lire. Ah non, arrête tes conneries, attends, je vais... Si, je crois. J'ai vu une mini-série, et surtout à la fin du 3, j'ai cru voir marqué la prochaine fois c'est la fin. Issue 3. Ah bon? Ah merde. Regarde la dernière page. Les auditeurs se méprennent pas, c'est pas parce que le héros est dépressif et qu'il y a beaucoup d'histoires de sentiments et que les méchants se nourrissent de la dépression. C'est vraiment une aventure, c'est de l'action. Voilà, c'est pas dépressif, c'est pas, vous allez pas être en bas après. Je vois ce que tu veux dire. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr que la dernière page, donc qui est a priori la couverture de l'issue 4, laisse éventuellement planer le mystère sur le fait que ce serait peut-être la fin, mais je suis pas, je me demande si c'est pas ça serait un peu court, hein. Je sais, ou alors j'ai peur que ce soit précipité du coup si c'est la fin. Je voudrais oui, Eric, tu souhaites intervenir.
Oui, je voulais juste te dire. Eric revient du fond des âges et de Oui, son je suis tombeau. pas vraiment mort, hein. J'espère Ouais. que vous avez pas vraiment eu peur. Non, je disais juste là, j'étais en train de regarder les illustrations avec Adrien. Mhm. Et je sais pas si tu vas me frapper, Joe, mais je trouve que ça ressemble un peu enfin, ça me fait en tout cas penser à Eric Powell dans le dessin. Alors Eric Powell, moi j'ai pas vraiment pensé à Eric Powell, même si je crois voir où est-ce que tu veux en venir. Espèce de caricature un peu déformée. Ouais, mais il y a a des moments aussi où dans les trucs un peu anguleux, ça m'a fait penser au mec qui dessine Black Science, surtout sur le design des créatures monstres, ouais. tentaculaires. Et d'ailleurs, en parlant de ça, je vais rajouter un dernier truc avant qu'on passe à Superman American Alien, c'est que la manière dont les monstres, en fait les créatures sont présentées et leur interaction avec les êtres humains dans la série rendent cette histoire et la manière dont elle est racontée un truc que pour l'instant, en tout cas, j'arrive pas à imaginer dans un autre média qu'un comic book. C'est-à-dire que pour moi, c'est clairement et purement un comic book et j'ai du mal à imaginer cette histoire réussir à être racontée aussi bien Ouais, non. dans un autre sous une autre forme en fait. Peut-être sous la forme d'un roman, mais en tout cas certainement pas avec des images animées, ni en dessin animé, ni en film. Je trouve que c'est une histoire parfaitement pensée Ouais. pour le média comique. Ou la bande dessinée et c'est c'est vraiment une œuvre à part visuellement et thématiquement. Je vous recommande de vous plonger dedans. Voilà. Personne n'a rien à ajouter? Non, c'est bon. Eh bien Non, écoutez, ça nous va. allons donc passer à monsieur Ben Renault de Oui, son bonjour. nom de famille Bonjour, de afin naissance. de nous présenter Superman American Tu vas continuer toute l'émission avec Alien. Superman American Alien, une série de Max Landis, donc qui, comme je le disais, est le fils de John Landis, hein, le réalisateur du clip Thriller. Oui, et mais de, bon, c'est pas non plus forcément un fils d'eux. Non, je dis pas que c'est un fils de. Bah non, enfin c'est le fils de John Landis parce que moi je suis fan de John Landis, donc ça me fait plaisir de voir que son fils écrit des comic books. En fait, il est pas étranger à Superman puisqu'il a déjà bossé pour Ouais. la série Superman ou Tout à Superman Adventures of Superman, pardon. Ouais. Et on peut noter qu'il a été scénariste sur Chronicle, le film, Tout à fait. et sur American Ultra, qui n'a rien à voir avec les super-héros, je crois. Je ne l'ai pas vu, mais je crois que c'est plus une histoire de drogue. Ouais. Euh, Et la première, je termine juste Ouais. rapidement en disant que la première issue est illustrée par Nick Dragotta, East of West. qu'on aime beaucoup, voilà, via East of West, mais que la première issue seulement, puisque c'est donc une mini-série de 7. de 7, pour l'instant il y en a 3, et qui a pour particularité d'être illustrée par un dessinateur différent à chaque issue. C'est bien et c'est pas bien. Donc je me suis, voilà, j'allais dire pour Ben Renault, qui généralement n'aime pas Bah, que les ouais. séries changent J'aime de bien me mettre dessinateur en en cours de route. danger. Voilà, donc tu as choisi une série Absolument. qui a pour particularité d'avoir plusieurs dessinateurs, ce qui à la base ne te plaît pas. Donc est-ce que Superman American Alien, c'est bien ou pas selon Le toi? petit rot de prof. Ouais, non qui mais vient, non, mais t'as vu, on avait presque pas fait gaffe. Eh bien oui, c'est très très bien. En fait, en gros, qu'est-ce que ça raconte? Ça Attends 2 raconte. secondes, bouge pas. Ouais, Je vais vas-y, faire tu fais ça. tes petits bliblis. C'est bon. Non mais je mets une petite musique de Superman. Ah, voilà. quand même. Eh bien, je sais pas si elle est vraiment de bon augure parce qu'en fait, on parle pas de Superman, on parle de Clark Kent. Oui. Parce que, qui évidemment deviendra Superman. Eh oui. Parce qu'en fait, là, on nous propose un truc qu'on nous a déjà beaucoup proposé, c'est-à-dire la genèse de Superman, c'est-à-dire la jeunesse de Clark Kent depuis qu'il vient de Krypton jusqu'à Smallville, etc. Mais là c'est différent parce que au lieu d'avoir un bébé qui vient de l'espace et qui grandit dans une ferme et qui apprend à grandir et qui ensuite va à la ville pour devenir journaliste puis Superman, ce qui est un peu chiant parce qu'en plus c'est revu 20 fois. Là on va s'arrêter en fait sur d'abord son enfance puis son adolescence puis quand il est jeune adulte, etc. Sur un peu ses problématiques, les trucs qu'on peut peut-être survoler dans les autres séries sur Superman. Mais là où vraiment ils ont pris le temps de vraiment faire la lumière. Par exemple dans l'issue 1 en fait on est sur son enfance et donc il est ado, il est Non, enfant, dans il doit il est avoir, même il doit avoir 8, 7 ou 8 ans, voilà un truc comme ça. quoi. Et en fait ce qui est assez cool c'est que on le voit découvrir qu'il s'est volé. Mais bon, il le découvre pas de façon badass comme il peut y avoir dans les dessins animés ou autres. Il se met à voler, il sait pas ce qui lui arrive, il arrive pas à redescendre sur Terre. Oui, généralement ça lui arrive au début, il explique même que ça lui arrive quand il dort. Voilà, en fait, en gros, il sait pas quand il rêve, quand il a des émotions, etc. Donc en fait, c'est ce genre de problématique, il voit que quand il va voir un film avec des extraterrestres, ses petits copains disent ah là là, la police va les disséquer, enfin le FBI, etc. Donc il a un peu peur de ça. Il se dit putain, je suis un alien, est-ce qu'il va m'arriver ça? J'en ai marre de pas être normal. Enfin tu vois, il se plaint à son père, enfin
etc. Il lui dit, enfin ses parents sont hyper aimants, hein, on connaît Ma et pas Kent, mais lui il a ces problématiques là. En gros c'est il commence à avoir des pouvoirs et ça il se sent perdu, il se voit changer, il voit qu'il est complètement différent des autres et il sait pas trop comment l'accueillir. Donc voilà, cette première issue déjà tu te dis ok, c'est censé être un petit peu joyeux parce que quand t'es gamin c'est un peu joyeux, mais bon évidemment c'est un enfant, il a une vie d'enfant, mais il commence déjà à avoir ses problématiques, alors que d'habitude on se dit bon bah en fait ouais Superman, Clark Kent, méga beau gosse, c'est l'homme le plus puissant du monde, il lui a jamais arrivé de merde et tout, alors qu'en fait là on commence à voir la première crise existentielle qu'il a, il connaît pas ses racines, il se demande qui il est, etc. Donc ça c'est la première issue. Effectivement, comme tu l'as dit, les dessins sont différents, donc je vais parler des dessins à chaque fois. Là, moi, les dessins, je trouve qu'ils sont adaptés parce que c'est un trait assez doux. Là où j'ai un problème avec ce Nick Dragota, c'est qu'en fait, les yeux, c'est pas possible, il sait pas faire les yeux. Tu pourras défendre Christophe West autant que tu veux. Il y a un problème avec les yeux, et dans le sens où les yeux sont une grosse partie de l'expression des gens, c'est dommage. À part ça, évidemment, bon, le dessin est pas ouf, mais il est correct. Oui, enfin, voilà, j'aime bien, ça m'a pas gêné. Issue 2, on passe à son adolescence, donc j'ai trouvé ça déjà assez cool que ce soit pas forcément une continuité directe, ce soit des morceaux de sa vie, donc ça j'ai trouvé ça bien, parce qu'en plus au-delà des morceaux de sa vie, c'est une problématique à tel instant de sa vie, donc ça j'ai trouvé ça plutôt cool. Donc quand il est ado, ça a été vraiment mon issue préféré. Il est ado, il commence à y avoir un peu la merde à Smallville, enfin il se rend compte qu'il y a la merde, il y a des espèces de mecs qui ont des guns et qui braquent un peu, enfin même qui shootent sur des gens, enfin c'est vraiment assez grave en fait, pour un comics plutôt léger en général, c'est assez grave. Et donc là il est ado. Trop limite, j'ai trouvé. Peut-être, Perso. mais c'est intéressant parce que en fait, ça ancre Clark Kent dans la réalité, Oui. au-delà du fait qu'il est extraterrestre évidemment, et on le voit en fait se confronter. Déjà, c'est la première dure réalité du monde, alors qu'il est encore à Smallville. Il voit qu'il est potentiellement, il peut détruire l'humanité, mais donc est-ce qu'il a le droit d'utiliser ses pouvoirs? Est-ce qu'il peut non seulement se mêler de la vie des autres, parce qu'on lui dit ouais tu pourrais aider, tu vois, t'as des capacités, tu pourrais aider, mais lui il sait pas s'il doit s'en mêler. Au bout d'un moment il s'en mêle, ça part en vrille, c'est pas ce qu'il voulait, donc il commence à regretter. Enfin, c'est vraiment, il apprend à être un homme, il sait pas où il en est, il sait pas si il doit juste être un mec normal, est-ce qu'il doit essayer de s'insérer dans la société et d'être juste un homme normal autant qu'il peut, c'est ce qu'il voulait quand il était gamin, ou est-ce qu'il se dit est-ce que je dois me mêler de ça? Est-ce que je dois sauver la vie des gens? Enfin voilà. Donc vraiment grosse crise aussi d'identité à ce moment-là, et j'ai trouvé ça vraiment très bien. En plus le trait de Tommy Lee Edwards qui a bossé sur Batman et sur Daredevil notamment, je l'ai trouvé vraiment adapté. Bon, au-delà du fait que je le trouve très très beau, je l'ai trouvé vraiment adapté à la gravité de cette issue justement comme on le disait. Donc vraiment j'ai trouvé ça vraiment vraiment top. Et troisième issue sur les 7 donc où là c'est beaucoup plus léger. Il est jeune adulte, il gagne un espèce de voyage aux Bahamas sur une croisière ou je sais pas quoi, et en fait il atterrit sur le paquebot le yacht voilà, de la croisière de Bruce Wayne, notre ami Bruce Wayne, et par un énorme quiproquo, parce qu'évidemment il est brun aux yeux bleus comme son ami de Gotham, tout le monde va croire que c'est lui parce qu'on l'a pas vu depuis longtemps, donc ça c'est la timeline de Batman, ça colle, et donc au bout d'un moment il va dire non mais c'est pas moi, et au final il va se prendre au jeu, il va dire oui c'est moi Bruce Wayne, et en fait ça va être la grosse éclate. Et donc là où c'est cool, c'est qu'on pourrait se dire ouais en fait cette issue il savait plus trop quoi raconter sur Clark Kent, en fait là ça y est, le mec il est en chemise hawaïenne et il fait YOLO et il baisse des meufs et tout. Et en fait c'est hyper intéressant parce que c'est une autre facette de Clark Kent. Il est pas beaucoup plus vieux que quand il était ado, ils disent pas son âge, mais je pense qu'il doit avoir la jeune vingtaine quoi, tu vois. Et là où j'ai trouvé ça bien, c'est que là encore il apprend à être un humain en fait, c'est-à-dire qu'il se dit ok, je dois lâcher le truc. En fait, il est sorti de Smallville, donc ça c'est déjà un gros truc. Et il se rend compte qu'il a envie de découvrir le monde. Et il n'est pas encore Superman du tout, hein. Vraiment, il faut vraiment bien se mettre ça en tête. Il a envie de découvrir le monde. Il se dit le monde est vaste. En plus, je sais voler, donc depuis qu'il s'est volé, il se dit qu'il peut aller n'importe où dans le monde, donc ça le démange. Et donc voilà, on voit un homme qui rencontre une nana avec qui il va coucher. On ne sait pas si c'est sa première fois parce que je pense qu'il y a eu Lana Lang qui est passée déjà, mais voilà. La langue. Ouais. Il est au début de sa vie d'homme entre guillemets quoi. Et voilà, et il décide de lâcher un peu du lest, de se dire voilà en fait il y a de la gravité dans ce monde, j'ai envie de le découvrir, mais il y a aussi des joies et j'ai envie de me prendre au jeu. Et à la fin après il y a l'issue 4, 5, 6, 7, mais en tout cas. Et donc les dessins m'ont pas spécialement choqué, mais c'est un trait plutôt c'est un trait plutôt clair et plutôt light, du coup ça marche avec le thème un peu, on est sur un bateau et on fait la fête. J'adore l'ellipse de la sex scene et ton...
Ouais, non, mais c'est ça. C'est vraiment la croisière s'amuse, quoi. C'est exactement ça. Et donc voilà. Donc moi, ce que j'en pense, c'est que ça me plaît beaucoup. J'ai pas énormément lu de trucs sur Superman, mais c'est vrai que les trucs que j'ai pu lire, c'était souvent la même chose. Bon, Gaylor va gueuler parce que j'ai pas lu All Star Superman. Mais encore dans All Star Superman, c'est pareil. Je pense qu'il y aura pas ce truc-là. Ça sera sur Superman. Là, on est sur Clark Kent, on est sur sa jeunesse. Donc vraiment avant qu'il aille à Metropolis. Et je trouve que je sais pas s'ils vont faire ça jusqu'à la fin, découper en 7 morceaux de sa vie et qu'à la fin il aura la cape rouge, mais en tout cas je trouve ça vraiment intelligent d'avoir dit ok, en fait on va se pencher sur vraiment la psyché du personnage, ses crises existentielles comme n'importe quel gamin, comme n'importe quel ado, sauf que lui bon ça a une échelle complètement différente, et voilà, comme tu le disais, effectivement d'habitude ça me plaît pas quand le dessinateur change, mais là j'ai trouvé que c'était vraiment judicieux de faire un style de dessin par tranche de sa vie, parce que il a une mentalité différente à chaque fois, adapté ou pas je sais pas, mais en tout cas j'ai trouvé ça très très cool. Ok, Adrien. Oui, j'ai pas trop aimé, j'ai pas trop accroché, et je sais pas trop Pourquoi. Je sais pas trop pourquoi. Est-ce que c'est le dessin, les dessins, c'est possible, disons que j'ai eu vraiment peur avec le 1 en fait, parce que on a un Clark Kent enfant avec des scènes un peu j'ai eu peur d'un baby Superman quoi. Et ça m'a un peu inquiété, donc du coup j'ai eu du mal à rentrer dedans, et j'ai pas saisi un truc qui est pourtant dans le titre, effectivement, c'est genre un alien américain, et comment on va transposer ça sur éventuellement une série un peu plus longue qui va s'étaler sur l'enfance, l'adolescence, la phase Clark Kent jeune adulte. C'est assez intéressant. Enfin, le pitch m'intrigue, mais je dois dire que les 3 premiers numéros m'ont pas plus accroché que ça. Ça va vite et ça me semble un peu anecdotique. Je vois pas des moments forts de la vie d'un homme qui pourrait devenir Superman. Mais je pense que c'est peut-être un peu justement le but de l'auteur, c'est-à-dire de raconter les moments, les petits moments en fait de la vie de Superman. C'est presque ça, c'est les petits moments. Alors, enfin, on est quand même censé. Mais du coup, je suis d'accord avec toi sur le fait que si ça c'est le postulat, ça manque de finesse. Je suis pas d'accord. Franchement, je sais pas si vous vous souvenez dans l'issue 1, sans spoiler, à un moment, une des premières fois où il décolle et qu'il arrive pas à redescendre, son père va chercher un pote qui a un avion pour aller le choper et tout. Il reste dans le ciel pendant je sais pas combien d'heures. Il est recroquevillé sur lui-même. Enfin, moi, je vois juste un gamin qui souffre et qui se dit, je suis pas normal. Qu'est-ce qui m'arrive en fait? Je sais pas. C'est. Ok, mais en fait, pour moi, c'est hyper fort. Alors, tu vois, du coup. Peut-être que ça aurait dû durer plus longtemps, ou pas avoir ce dessin-là, ou pas avoir des phases, tu vois. Avant, il y a des cases qui sont presque comiques, tu vois. Et du coup, moi, ça m'a. Reste un enfant. J'ai pas. Ouais, mais je pense que du coup, mais on aurait dû y aller à fond avec des dans cases le comiques. Je suis d'accord avec vous deux. C'est-à-dire que je comprends ce que tu veux dire, Ben. Mec, je comprends pourquoi tu l'as ressenti comme ça. Tu préfères qui, mais Adrien? En fait, je suis plus d'accord avec Adrien dans le sens où j'ai ressenti le désir de l'auteur comme toi, tu l'as ressenti dans la bande dessinée. Sauf que moi, je l'ai pas trouvé abouti. C'est-à-dire que comme Adrien, je pense que je vois où il a envie d'en venir, où il a envie d'aller. Mais ça manque de finesse dans l'écriture. En fait, moi, je pense que c'est l'écriture qui joue vachement là-dessus. C'est-à-dire que justement, si tu veux me parler de l'enfance de Clark Kent, il m'aurait fallu quelque chose qui fasse résonner en moi une sorte de fibre nostalgique. Justement, je trouve que c'est bien d'avoir juste rebondi sur des petits moments de sa vie pour dire, il a eu ce problème-là, il a eu ce problème-là. Justement, pour transformer les petits moments de sa vie en quelque chose de véritablement émouvant, de vraiment poignant, il faut une écriture hyper ciselée, hyper fine, et là je trouve que ça manque justement. En fait, on pourrait vraiment être dans la chronique presque à la Stand By Me, tu vois, ou des récits d'enfance comme ça qui sont véritablement touchants et émouvants. Et là, je trouve qu'on loupe un peu le coche à ce niveau-là. Pour ma part, voilà, c'est ce que j'aurais à reprocher. Après, j'ai pas trouvé que c'était une lecture ennuyeuse. Enfin, tu vois, je les ai bouffés super facilement ces issues. Mais voilà, je trouve que ça manque de ça reste un peu trop banal par rapport au tout venant jeunesse de Superman du coup, et pour moi ça peine encore un peu justement à se dissocier de toutes ces histoires sur la jeunesse de Superman qu'on a eu depuis qu'on en fait quoi. C'est-à-dire un bon gros moment quoi. Je voulais juste rajouter pour finir que je pense que, contrairement à ce que disait Adrien, le titre est hyper bien choisi, parce que pour moi c'est vraiment. Mais je dis pas qu'il est mal choisi. Non mais tu dis comprenais juste pas que trop. en fait finalement j'ai fait le rapport vraiment tard.
Ah d'accord, ok. Parce que justement, je trouve que le titre est vraiment bien choisi. Pour moi, on n'est pas sur la jeunesse d'un super-héros, de quelqu'un qui va devenir surpuissant. Ça, c'est un peu anecdotique. Pour moi, c'est quelqu'un qui n'est pas de ce monde. Ça aurait pu être quelqu'un qui n'est pas du pays, en fait. Là, c'est une autre échelle, mais c'est quelqu'un qui n'est pas de ce monde et qui a des capacités hors du commun, qui doit cacher et qui ne sait pas, qui a une crise existentielle parce qu'il ne sait pas comment s'adapter à ça. J'ai pas senti qu'il est caché vraiment. J'ai l'impression que la moitié de la ville était au courant, mais bon, c'est pas grave. Bah, il y a ses potes, mais je veux dire, sinon, tu vois, quand le flic lui dit aide-moi, bah, il dit je peux pas. Il fait sa vision X, mais il lui dit pas. Enfin, tu vois, il se demande s'il doit vraiment utiliser ses capacités ou s'il doit se fondre dans la masse, quoi. Messieurs, je vais vous dire de calmer votre ouage parce que il va falloir que nous avancions dans le cours de cette émission si on veut pouvoir parler de tout. Ainsi, merci pour ces revues, comme dirait Eric. Écoutez, Eric, On marque une toute petite page de pub et on se retrouve dans quelques instants pour le focus, le débat, la discussion. La légende dit qu'il y a très longtemps, peut-être plus de 1000 ans, 4 chroniqueurs créèrent la société secrète de l'Agapar. On dit que dans leur infinie sagesse, ils offrirent au monde la bonne parole du jeu vidéo, leurs analyses, leurs coups de cœur, leurs coups de gueule et leurs plus beaux jeux de mots pourris. Mais des forces maléfiques les enfermèrent à jamais grâce à un sort dont ils ne purent se libérer. Coincés depuis trop longtemps dans une grotte sombre et humide, frustrés par des siècles de combos ratés à Street Fighter, on raconte qu'ils sont parvenus à reprendre contact avec le monde extérieur grâce à la magie d'Internet. Aujourd'hui, la légende dit qu'une oreille attentive peut les entendre dans l'Agapar sur Radio Kawa. DJ Un petit prout, ça fait toujours du bien. Messieurs, je vais me tourner vers Adrien qui va entamer la nouvelle partie de cette émission. Évidemment, Ben, même Eric, vous êtes invités à réagir. Je le ferai également si je m'en sens un petit peu la passion. Mais nous allons donc parler dans cette émission 40 d'un truc dont on parle en fait depuis presque la création de Comics Outcast, je crois. Il y a rarement une émission où on n'emploie pas ce terme, méta. Mais en fait, on s'est fait la réflexion en se disant peut-être qu'il y a plein d'auditeurs et d'auditrices qui ne savent pas spécialement ce que c'est, qui aimeraient bien avoir des explications un petit peu sur ce terme. Voilà, à chaque fois on dit le quatrième mur, le méta, tout ça. Et on s'est dit, est-ce que c'est pas un peu segmentant de parler de ça sans jamais expliquer ce que c'est ? Et donc du coup, aujourd'hui, on met les pieds dans le plateau et on en parle clairement, c'est-à-dire on va parler que de ça. Et c'est Adrien qui a la lourde tâche d'initier la chose. Adrien, dites-nous, professeur, qu'est-ce que le méta ? Écoutez. Non, alors, je vais essayer d'introduire très très vite ce que c'est que le méta et ensuite on va essayer d'explorer toutes ces facettes dans le comics. Donc on va vraiment parler de méta-comics, à savoir le méta au pays des super-héros. Oui. Alors, méta, qu'est-ce que ça veut dire ? En gros, ça veut dire à propos, au sujet de, sur, exemple, des métadonnées, ce sont des données sur les données. Ouais. Voilà. Donc, méta pour un média, c'est un média qui parle du dit média. D'accord. Un métalivre, par exemple, serait un livre à propos d'un livre. C'est comme une sorte de mise en abîme ? Alors, ça peut être une mise en abîme. T'as pas dit Inception et ça c'est cool. Mais ce n'est pas forcément une mise en abîme. D'accord. On pourrait appeler ça aussi, en termes plus littéraires, d'autoréférence réflexive ou de média autoréflexif. Okay. Un média qui réfléchit sur lui-même. Sur lui, d'accord. De manière ouverte, quoi. Enfin, je veux dire, exactement. Pour que le lecteur ou la personne qui est spectatrice de ce média voit le média réfléchir sur lui. C'est-à-dire c'est... Exactement. Alors okay. comme je vais... On peut ne pas être sur France Culture si Jean, touche pas à mon poste, il parle de la télé. Par exemple. Bah si, c'est de la méta-télé. On peut... Non, parce que touche pas à mon poste ne parle pas de touche pas à mon poste. C'est ce que je veux dire. Non mais, okay. Vous allez voir que la définition est assez large et notamment en ce qui concerne le comics. Alors, je veux juste faire un tout petit exemple pour dire aussi que le méta, c'est aussi ce qui nous place au-dessus de l'œuvre, c'est-à-dire hors de son contexte narratif dans le cas d'une fiction. Mais ça peut marcher aussi sur plein d'autres cas. Par exemple, quand on fait un jeu de rôle, quand on dit un joueur fait du méta, c'est-à-dire qu'il utilise à son avantage des informations qu'il a en tant que joueur, mais pas en tant que personnage acteur. Des trucs qu'il ne peut pas savoir en tant que personnage. Voilà, exactement. Et donc ça, c'est pas bien de le faire. Pour continuer à donner des bons exemples de méta hors comics, je vais vous parler de quelques autres médias. Last Action Hero est un film complètement méta. Tout à fait. Par exemple, il y a un moment... Ce qu'aurait gagné à être Deadpool. Alors on va en reparler tout à l'heure. La PLV de Terminator avec Stallone et donc voilà Schwarzenegger qui tombe
sur Terminator et le gamin qui lui dit non, c'est toi. Donc là, on sort du truc et donc l'acteur est révélé comme un acteur. Scream. Si vous n'avez pas vu Last Action Hero, il faut. on vous engage à le faire. C'est un des films les maintenant, plus injustement là, vous arrêtez le mésestimés podcast. de l'histoire des cinémas. Voilà, vous pouvez. On vous en voudra pas si vous arrêtez Comics Podcast pour regarder Last Action Hero. Désolé pour cette incartade, Adrien. Vous pouvez continuer. Oui, après il faut revenir. Scream, donc qui est un slasher à propos des slashers. Je sais pas, je vais parler des films de Quentin Dupieux, genre Rubber ou Réalité, qui sont des films qui mettent en abîme le cinéma. L'introduction de Phineas et Ferb, par exemple, où Candice, à la fin du générique, dit « Maman, Phineas et Ferb, on fait la chanson du générique ». Ouais. Donc ça veut dire que ce personnage de fiction est consciente que son frère vient de faire le générique de la dite série. On peut parler des clés de bagnole, de Gremlins 2, ou dans d'autres supports, le jeu vidéo par exemple, Stanley Parable est un jeu vidéo sur le jeu vidéo qui, au bout d'un moment, le narrateur va te parler en tant que joueur de son propre jeu vidéo, ou encore des références un petit peu plus subtiles, mais qui brisent le fameux quatrième mur, et j'expliquerai ce que c'est après, House of Cards, où Kevin Spacey regarde Sauvé par le gong. Oui, par exemple. il parlait à la caméra, c'est pas vrai, je t'ai coupé. Et donc, en réalité, ça implique le spectateur dans l'œuvre. Ouais. Voilà, on en retrouve. Il y a des grands cas dans les romans graphiques. Je pourrais parler par exemple de David Boring ou de L'Art Invisible ou de L'Origine, à savoir le premier volet de Julius Corentin, Fac, je crois que ça s'appelle, de Marc-Antoine Mathieu, où le personnage reçoit des pages de son passé, des planches de BD en fait, de son passé ou de son futur, qui sont celles de la BD qu'on est en train de lire. Putain. Et il y a même une page où il manque physiquement une case, c'est-à-dire qu'il y a un trou dans la page. Et donc, selon qu'on regarde le recto ou le verso, elle va insérer dans le récit une case du passé ou du futur. C'est assez barré, Okay. mais Les ça gens qui se fonctionne. prennent la tête. Hein. C'est bien. Et dans les comics, donc, parce que si aujourd'hui on parle de méta, c'est parce que Deadpool sort au cinéma et que c'est une bonne occasion de faire un point sur le méta. Donc Deadpool, très connu pour briser le quatrième mur. Le quatrième mur, c'est cet espace virtuel transparent qui sépare le spectateur de l'œuvre. Le lecteur, du coup, là. Le lecteur dans le comics. Ouais. Ça pourrait être un spectateur au théâtre. Tout à fait. Et alors, pour prendre un exemple très simple de Deadpool, c'est quand à la fin d'un comics, il va regarder vers nous et dire bon bah moi je vais me reposer en attendant le prochain chapitre. Ouais. D'une, il sait qu'on est là, il sait qu'on regarde, et il sait qu'il est un héros de fiction et qu'il y a une temporalité entre les comics. À ce moment-là, le comics révèle sa nature et donc explique aux spectateurs, révèle le poteau rose. En fait, on n'est plus dans une fiction. L'inverse exact de ça serait par exemple une exécution parfaite d'un paysage commandé par Louis XVI, parce qu'elle était une fenêtre sur le monde, et donc à ce moment-là, l'art doit se soustraire à la représentation de la réalité, et l'art ne doit pas révéler qu'il est de l'art. Alors que, par exemple, Velázquez se met en scène dans ses tableaux en train de peindre le tableau, et donc là, quelque part, c'est méta. Ouais. Alors, Waouh. Ah non, mais attends, mais là on a affaire à quand même un bon premier de la classe là. C'est quelque chose qui existe depuis assez longtemps dans les comics. On le retrouve par exemple en 78 où Stan Lee se mettait déjà en scène dans un Spider-Man et pas en tant que caméo comme on peut le voir aujourd'hui dans des rôles tiers. Il se met en rôle en tant que Stan Lee, éditeur de Marvel. Et donc Spider-Man va s'adresser à lui et comme... Alors, non pas comme je suis un héros de bande dessinée, même si Spider-Man va avoir cette taquinerie et cet enclin à faire des regards caméra, on va dire, et des trucs comme ça. Déjà en 78, on retrouvait Marvel cité dans un Marvel. Et ça a donné lieu un peu plus tard à du fun avec, on va dire, l'auteur. L'auteur va jouer à se mettre en scène. On pense par exemple à Fantastic alors c'est en 2004 donc l'auteur ne s'est pas mis en scène directement, mais dans les Fantastic Four en 2004 dans le numéro 511 précisément, Mr Fantastic se retrouve à tuer The Thing un peu par erreur je crois, et donc il va voyager au paradis pour rencontrer Dieu qui est ni plus ni moins que Jack Kirby, qui va donc redessiner Ben pour lui donner vie. D'accord. Donc à ce moment-là, on révèle le poteau rose. Est-ce qu'il le redessine en The Thing ou en forme humaine? Il fait les deux en fait. Sympa Kirby. On a un autre exemple de
d'auteur qui se met en scène. Je vais peut-être laisser Ben en parler parce qu'il connaît l'anecdote. Moi, c'était un peu mon, quand tu nous as demandé de parler de méta, c'est à lui que j'ai pensé. C'était Animal Man avec Grant Morrison. En gros, pour faire court, Animal Man, sa femme et son fils se font tuer. Du coup, il part à la recherche des meurtriers. Et il finit par tomber sur un truc qui s'appelle les limbes, enfin ça s'appelle Limbo en anglais, donc je suppose qu'ils ont traduit ça par les limbes, qui en fait chez DC Comics, parce qu'Animal Man c'est chez DC Comics, est un peu un espèce de purgatoire où vivent les héros peu édités, enfin c'est-à-dire les héros qu'on n'utilise plus, les préférés de Grant Morrison, quoi. Voilà, c'est ça. En fait, en gros, les quasiment inconnus si t'es pas un ouf de comics, et du coup ils sont là. Donc déjà ça c'est hyper méta parce que il y a des personnages qui savent eux-mêmes pourquoi ils sont là, donc et qui sont des personnages, etc. Et effectivement, comme le disait Adrien, il a fini par rencontrer Grant Morrison, qui était un peu comme Stan Lee chez Marvel, l'égal de Dieu. En fait, c'était un peu Dieu parce qu'au final c'est lui qui dessine, donc et puis qui est l'auteur, donc c'est lui qui décide de vie ou de mort et qui est omnipotent. Et au final ils en arrivent à discuter, etc. Et il lui dit non mais sérieux, tu peux ressusciter ma famille. Et Grant Morrison lui dit ouais, en fait j'ai pas vraiment de raison de les laisser morts, et donc il les a ressuscités. Et donc ça c'est complètement méta. Le quatrième mur est complètement pété, et donc voilà, c'est un super exemple. Juste avant de repasser la parole à Adrien, je voulais aussi signifier que dans Animal Man, qui est un des héros du méta chez DC, à certains moments il leur arrive de faire un autre truc méta qui n'est pas dans l'attitude et dans le dialogue, c'est dans le physique, c'est-à-dire pour une action s'appuyer sur les cases, comme dans un jeu vidéo en fait, sur le bord de l'écran dans Street Fighter. Là il s'appuie sur les cases pour pouvoir faire des actions. C'est complètement méta, mais genre c'est méta et physique. Mais l'œuvre majeure qui va donner ses lettres de noblesse à l'autoréflexivité France Inter dans les comic books, c'est Watchmen. C'est Watchmen. Et on n'y pense pas nécessairement parce que on ne brise pas littéralement le quatrième mur. Mais en 86, Alan Moore et Dave Gibbons vont aborder des thèmes inédits, qui est de remettre en cause la nature du super-héros, la violence justicière du super-héros, sa place dans la société. Il va carrément même revisiter la genèse du genre du super-héros avec les Minutemen. C'est une critique aussi en même temps politique et il va aborder le rôle du super-héros dans la propagande. Et puis il y a un récit dans le récit qui est lu par un personnage. Exactement, un des personnages secondaires qu'on croise assez souvent dans la rue lit un comics qui est inséré dans les pages du comics qu'on est en train de lire. Voilà. Et donc du coup on lit le même comics que lui. Et il fait écho bien entendu au récit. Aux actions, Alors, génie. Du coup, c'est le... On peut lâcher le mot génie. Génie, voilà. Alan Moore sera un grand habitué. Je savais pas où le caser, donc je vais le dire tout de suite. On a parlé de Promethea il y a un petit moment dans Comics Outcast. Promethea qui est un bon exemple de méta aussi, puisque à un moment on apprend que Promethea est une héroïne, donc qui naît dans l'imaginaire des hommes. Et elle a été par le passé, en fait elle a plusieurs incarnations, mais donc elle a été par le passé une héroïne de bande dessinée. Et donc on est en train de lire une bande dessinée sur Promethea. Enfin bon bref. Mais et là c'est là où on va commencer à aller profondément dans le sujet. C'est un genre qui, le super-héros qui par son histoire et la nature éditoriale est profondément méta, puisqu'elle est tout en hypertextualité. Et donc l'hypertextualité, c'est un concept de Gérard Genette qui a écrit dans Gérard Junior. C'est pas les liens, c'est pas un lien que tu mets dans un. C'est pas que un lien dans un mail, effectivement. Okay. Il a écrit dans Palimpseste, où en fait il étudie la transtextualité et non pas la transsexualité. C'est l'hypertextualité, c'est la relation d'imitation de transformation d'une œuvre antérieure, à savoir qu'on appelle donc l'hypotexte. Et donc c'est hyper intéressant. Attendez, sachez, en fait, Adrien, il a une liste de mots qu'il doit placer dans l'émission. Et donc, on est d'accord que quand on lit des comics, en fait, quand on lit un Batman, ce soir, typiquement, quand on a parlé de Superman American Alien, on a, nous, en tête, et on juge cette œuvre par toute l'histoire, tout le corpus de Superman. Bien sûr. Et donc, en fait, à ce moment-là, ce livre-là, même s'il le dit pas, il est méta. C'est une sorte de relecture, un reboot. Dans le sens où il s'appuie sur quelque chose. Il s'appuie sur quelque chose. Il s'appuie sur les connaissances du lecteur. Exactement. Pour les. D'accord. Ok. Alors parce que t'as toute l'aura du personnage qui joue. On va pas juger forcément de l'intention de l'artiste, mais l'intention d'un reboot peut être d'être une critique littéraire.
Parfois, ça ne l'est pas forcément. Je vais y revenir un tout petit peu plus tard là-dessus, mais ça peut le devenir assez facilement. Toujours est-il qu'on a vu énormément de héros en cap, des faux Superman, par exemple, je pense à Apollo dans Authority, ou des proto-Batman, comme Midnighter, où il y en a énormément, ou tout un tas de héros de second plan, qui du coup font appel à finalement juste une grammaire qui existe dans les comics, et même si on ne va pas forcément coller l'étiquette méta automatiquement à ce moment-là, en fait par définition ça l'est, puisque c'est empreint d'une référence passée, et du coup ça tombe aussi dans le méta. Par exemple, on fait faire à Suprême, ce que Superman ne peut pas faire, alors que c'est exactement les mêmes origines et les mêmes pouvoirs. C'est une version alternative, et donc, stricto sensu, une relecture du personnage. Et on pourrait même aller un tout petit peu plus loin en disant que la politique éditoriale de Marvel ou DC, pour prendre nos deux grands copains, avec Ultimate, All Star, New 52 ou All New, qui sont des échos, des actualisations ou des reboots des personnages qu'on suit depuis 75 ans, c'est des réécritures assumées d'un hypotexte. Ouais. On peut carrément aussi partir sur les univers parallèles de Infinity Wars, qui sont finalement à chaque fois des reproductions légèrement différentes d'un univers que nous on connaît, et qui du coup sont là on est clairement dans l'idée, pas forcément explicites, mais implicites et assumées de la nature même du comic book, quoi. Alors c'est parfois du coup ce que je disais tout à l'heure, une critique littéraire au sens propre, All Star Superman, qui du coup va être une compilation de l'histoire et des aventures, enfin une relecture de 70 ans de Superman, dans un format qui est assumé de briser la continuité. On pioche dans toutes les références dans le corpus littéraire pour réinterpréter. Ici aussi, on révèle le poteau rose, on revisite le genre, son histoire, avec de la nostalgie. Mais c'est aussi, ça peut être toujours Superman, une réflexion idéologique, comme par exemple dans Red Son de Mark Millar. C'est ce qu'on pourrait appeler une parodie sérieuse. C'est pas satirique mais critique. On déstructure l'œuvre originale, on la compare, on la met à l'épreuve de la variation d'un fait. Et si Superman était atterri non pas en Amérique mais dans l'Empire soviétique, que serait-il devenu? Et à ce moment-là, c'est tous les what if en fait. C'est un peu les what if. À ce moment-là, on met à l'épreuve l'origine, et donc on fait une critique littéraire du premier, par opposition, par creux, par logique juste dans l'esprit du lecteur. Et on va retrouver la partie plus idéologique dans Dark Knight Returns par exemple, où on a cette planche qui transitionne le drapeau américain au logo de Superman. À ce moment-là, on questionne la nature patriotique du Superman, sa nature patriotique historique hors du comics, c'est-à-dire par exemple dans le comic code, où du coup en fait les héros étaient par nature, et du coup je parle de l'industrie du comic book, ils étaient tenus d'être patriotiques, d'être polis, de ne pas tuer les gens, de ne pas de fumer de drogue, etc. Donc on a policé, on a formé une génération de super-héros qui aujourd'hui a le droit d'être critiqué et va forcément être critiqué dès qu'on va le réécrire. C'est le cas d'ailleurs du comédien Dr Manhattan dans Watchmen, qui sont des instruments de propagande complètement révélés. Et puis, c'est le méta, c'est aussi quand on cite un super-héros dans sa qualité de pop culture. Par exemple, dans Ex Machina ou Scott Pilgrim, où la place des comics dans la vie des héros, les comics tels qu'ils existent, c'est-à-dire qu'on assez rarement, en fait, jusque dans les années 80, on révélait dans un comics que l'industrie du comics existait. Ouais. Alors que Scott Pilgrim, là, par exemple, lit des comics. Ou alors, meilleur exemple, Kick-Ass lit des comics, et c'est ce qui lui a donné l'envie d'être un super-héros, avec ce postulat, pourquoi il n'y a pas de super-héros dans la vraie vie. Et donc on répond à ça dans une œuvre de fiction, où du coup c'est censé être la vraie vie. Voilà, un petit peu mindfuck si on y réfléchit bien. Tout ça dans un équilibre forcément assez difficile, tendre vers la référence, l'hommage et la prise de conscience de sa nature, qu'on retrouve merveilleusement bien dans ma série d'amour Flash, quitte à paraître peut-être hors de son temps, parce qu'on va citer une série telle qu'elle a pu exister dans son âge d'or, et forcément du coup ne pas vraiment remettre en question le côté naïf du super-héros.
Et on peut tomber, parfois, c'est ce qui arrive dans Deadpool ou dans d'autres trucs, ce que, je cite un grand philosophe qui s'appelle Romain Gérard, et qui, dans son œuvre, est connu de uniquement moi dans Google Chat, ce qu'il appelle le méta de merde. Donc, c'est le fanservice et la référence hypotexte inutile. Le clin d'œil Ouais. qui vire à la surdose. Et là, voilà, on est méta, mais on dépasse un peu les bancs. Metalite, quoi. Tous les easter eggs, c'est des trucs méta. Enfin, l'easter egg est méta, selon ce Alors, que tu dis. L'easter egg ça va vraiment dépendre des cas, je pense. Ouais. Mais il y a des moments Ouais, mais- où oui, forcément. Parce que si tu dis que le méta, enfin une partie du méta, c'est de proposer quelque chose en s'appuyant sur un acquis, tous les easter eggs sont forcément... Enfin, tous les easter eggs compris par le spectateur sont méta. S'ils sont pas compris, ils passent inaperçus et c'est rien. Ouais, oui, quelque part, ça veut dire que ça fonctionne pas hors de ton œuvre, c'est pas quelque chose qui sert forcément Ouais, à c'est ton ça. œuvre. Mm. Voilà. En conclusion, ce qui est super intéressant avec le métacomique, quand il est bien foutu, c'est qu'il questionne le genre à la fois dans son passé et dans son avenir. On a quand même une tendance, on va dire, réflexive qui se généralise, soit dans la narration, soit dans le graphique. La prise de recul par rapport à tout on va dire la base des super-héros qu'on peut constater, on peut se dire aujourd'hui, est-ce qu'il y a un retour en arrière possible sur une certaine innocence du récit, et donc forcément, est-ce qu'on n'est pas par définition méta à partir du moment où on accepte qu'une page s'est tournée dans le monde des comics? Donc on a un nouveau paysage du comic book avec des histoires plus complexes, et c'est pour ça que j'ai pas cité Image Comics depuis le début, parce que pour le coup c'est sûrement une maison qui a digéré une certaine phase et qui est dans une nouvelle vague, on va dire. Enfin, même depuis, il y a un épisode parmi les tout premiers Spawn qui était foncièrement méta, où un personnage d'une autre série venait à la rencontre de Spawn, qui ensuite voyageait dans un monde, je crois, un cercle des enfers, où il rencontrait tous les auteurs de comics disparus qui étaient enfermés et moi à l'époque, je crois que c'était la première fois que dans le comic book j'étais confronté à quelque chose que je comprenais comme étant méta. Peut-être que j'avais déjà été confronté au méta, mais là c'était vraiment chez Image Comics, et dans un comic book tel que Spawn, qui n'était pas forcément réputé pour son intelligence de scénario, celui qui est écrit par Alan Moore comme par hasard était l'un des seuls à proposer un récit complètement méta, quoi. Donc c'était juste pour appuyer sur le fait qu'effectivement chez Image, et depuis la création d'Image, en fait, depuis sa toute première série, il y a déjà une volonté d'expliquer, enfin pas forcément d'expliquer, mais de mettre à nu le concept même du storytelling, quoi. Ouais, et qui voilà, après qui sans forcément être critique, voilà, c'est critique par rapport au passé, mais c'est assez constructif. Et avec Deadpool qui arrive au cinéma dans le monde des super-héros, je peux pas m'empêcher, et je pense que ça sera une transition souple par rapport à la dernière partie de l'émission, sur est-ce que ce film était bon. Ce qu'on peut pas lui reprocher, c'est que apporter le méta dans le monde des super-héros au cinéma fera forcément c'est logique, et ça fera forcément du bien aussi à un truc où il y a un moment où il va falloir qu'on se pose la question comment on avance à partir de ça. Est-ce qu'il va y avoir un après Deadpool, en fait, au cinéma aussi? La question, c'est même plus comment va être géré cet après Deadpool, quoi. Parce qu'il va y en avoir un. C'est une des questions que je me pose. Ouais, mais même, je pense aussi aux autres films et aux autres univers et aux autres éditeurs. Bon, on va y venir à Deadpool, justement, le film. Avant ça, je crois que Ben avait un dernier truc à ajouter. Ce qui m'intéresse le plus, je trouve, dans le méta, au-delà des blagues qui sont sympas, les références, les easter eggs, etc., au-delà du fait que d'un Deadpool va pouvoir parler aux spectateurs, etc., c'est que un truc dont on n'a pas trop parlé, en fait, c'est du coup de la position de l'auteur dans tout ça, parce que c'est lui quand même qui décide de mettre ça en place, et souvent il est assimilé, on en a parlé pour Grant Morrison et tout, ou même Stan Lee, il est assimilé à Dieu, en fait, parce que c'est lui qui est maître de tout. Bon, après, je parle pas de la religion, je parle juste d'un être omnipotent, etc. Donc du coup, le rapport du personnage à son auteur, je trouve ça quand même hyper fort, et c'est vrai que souvent on associe le méta aux fanboys, qui ont les petits détails croustillants, ou alors aux blagues rigolotes, mais c'est vrai que cette dimension un peu
métaphysique, sans faire de jeu de mots avec ce que je disais tout à l'heure. Où en fait, il y a une espèce de rapport entre la créature et son créateur en fait. Oui, il y a le mythe de Frankenstein. Exactement. Oui, clairement. Et dans les deux sens d'ailleurs, parce que l'auteur fait parler son personnage, donc si on essaye d'avoir des œillères un peu, on se dit que c'est le personnage qui décide de le dire, et l'auteur lui-même qui est conscient. Donc c'est du méta qui est lui-même conscient en fait que c'est lui le dieu. En l'occurrence, la Grant Morrison, on en parlait tout à l'heure pour Animal Man, où plusieurs fois il a dessiné même des couvertures ou des cases où en fait il dessinait sa propre main en train de dessiner lui-même, donc mise en abîme de ouf. Donc ça c'est assez intéressant. Et voilà, et juste et aussi parler du fait que via le méta, je trouve que c'est intéressant pour le lecteur, encore une fois au-delà de tout ce qui peut être fun, c'est un des meilleurs moyens d'inclure le lecteur dans l'histoire en fait. C'est-à-dire que même si l'histoire n'a rien à voir, le lecteur peut pas s'identifier forcément à l'aventure, au personnage, au sujet. Le fait de faire des petits clins d'œil, pas forcément regarder la caméra parce que c'est assez obvious, mais des petits clins d'œil, en fait ça fait... En fait, c'est vas-y, viens, on est dans nos aventures ensemble. Et je me dis, quand t'es un gamin et que t'arrives à comprendre le méta sans forcément mettre des mots dessus, t'es vraiment inclus dedans et c'est vraiment une autre dimension du comics, quoi. Je terminerai justement en rappelant que parmi les grands auteurs, effectivement, méta, on a Grant Morrison, on en a parlé. Je vous conseille vivement de vous pencher sur The Filth, qui est une œuvre très très complexe à digérer et à appréhender, mais qui, une fois que vous en avez saisi un peu les rouages, devient véritablement passionnante à explorer, parce que là on rentre vraiment dans la fabrique des histoires et c'est-à-dire que les stylos et l'encre deviennent des parties intégrantes du récit et on finit par visiter l'endroit où l'encre est créée. Enfin ça va extrêmement loin et c'est super intéressant et en même temps très très glauque. Et puis Flex Mentalo qui peut être lu dans la foulée d'ailleurs, et j'adore quand Grant Morrison fait des trucs comme ça, genre où il interpelle directement le lecteur sur la couve avec Buy this comic or the Earth is doomed. C'est vraiment ça, genre il faut absolument, ou alors comme il l'a fait récemment dans Multiversity, genre si vous tournez cette page, c'est la fin des temps. Et ça, je trouve ça, d'un côté il y a un effet un peu gimmick parce que c'est la couverture et qu'il faut attirer le chaland, et ensuite ces gimmicks-là, par Grant Morrison en tout cas, sont justifiés, expliqués, utilisés dans l'enceinte du comics en soi, ouais. Après, et j'aime ces auteurs comme Alan Moore aussi, comme certains autres, qui arrivent à te faire imaginer que il se passe des trucs entre les pages en fait. C'est l'histoire sans fin. C'est-à-dire que il y a ce qu'on nous présente et il y a tous les trucs qui se passent à l'intérieur du comics que tu ne vois pas, qui se passent entre les cases, en dehors des choses, et c'est vraiment fascinant. Donc voilà, Grant Morrison, vous pouvez y aller. Et tout de suite, nous allons donc passer à la dernière partie de cette émission. Juste avant ça, on marque une toute petite page de pub. Vous ne bougez pas, on revient juste après ça. Oh là là, qu'est-ce qu'il est bien fait ce film. Je me demande bien comment ils peuvent faire ça. Eh dis donc Giboite, si tu veux tout savoir, écoute, y a plus de péloche, y a tout sur Cinoche et le monde de l'audiovisuel, avec des super chroniques, des super discussions et des super invités Giboite. Oh là là, et Maël, où est-ce qu'on peut entendre ça? Une fois par mois sur Radio Kawa Giboite. Allez Marcel, au studio. Il n'y a plus de péloche, le podcast sur le monde de l'audiovisuel. Présenté par Maël et Giboite. Une fois par mois. Sur Radio Kawa. Donc nous allons, les amis, nous pencher sur... peut-être le plus grand film raté de ces dernières années. Laissez-moi troller. Le mec a prévu. Laissez-moi. Putain de merde. Laissez-moi troller en liberté pour vous faire chier. Alors donc on va parler de Deadpool de Tim Miller, sorti, je vous ai préparé des petites surprises, tellement bien, sorti dans les salles il y a 2 semaines il me semble, je sais plus quand. C'était le 20, oui, donc tu vois, ça fait 2 semaines quoi, ça fait 2 semaines tout simplement, que donc vous avez certainement tous et toutes eu le temps d'aller voir. De toute façon il n'y aura pas grand chose à spoiler puisque le scénario est fort mince. Cela dit, il y a pas mal de choses à dire sur ce film, et je
vais laisser Ben entamer la discussion puisque nous sommes allés voir ce film ensemble. Tout à fait, en bonne compagnie. En fait, qu'on je vais est, juste enchaîner sur ce que tu disais sur les spoilers. J'ai vu un mème sur internet hier, je crois, qui disait, en fait, il reprenait la gueule de Deadpool quand il fait oh mon dieu, qu'est-ce qui se passe. Ouais. Et en fait, c'était écrit en gros, genre, c'est normal qu'il n'y ait pas de spoil sur le film parce que tous les connards qui pourraient spoiler n'ont pas l'âge d'aller voir le film. Donc j'ai trouvé ça assez marrant. Parce qu'il est Ouais, interdit c'est aux assez moins de rigolo, 16. mais en fait j'ai Non, vu le c'est même marrant, c'est même que marrant. toi et je me suis dit en fait non, il n'y a pas de spoiler parce qu'il n'y a pas grand chose à Ah, spoiler. mais ça, t'as dans dit ce film. ça. Il n'y a pas grand chose à spoiler. Il y a quand même pas grand chose à spoiler. Il n'y a pas grand chose à spoiler. Pourquoi ? Parce que alors, il y a des trucs à spoiler, mais pas sur l'histoire. Ouais. Voilà, parce que le scénar, je vais commencer par les points négatifs. Le scénar n'est pas plus épais qu'une feuille de tabac à rouler. Oui. Mais je trouve, enfin, c'est décevant. Je suis d'accord parce que ça mangeait pas de pain, mais c'est pas très grave dans le sens où je trouve que ce qui fait que c'est pas raté, c'est que la chose la plus importante n'est pas ratée, à savoir le personnage de Deadpool. Ryan Reynolds, je trouve qu'il le campe hyper bien. En même temps, ça fait 10 ans qu'il veut faire le rôle, donc ça aurait été un peu abusé qu'il le loupe. T'imagines, t'arrives et tu fais vraiment Ouais, c'est ça. pire Deadpool. C'était Green Lantern, c'était mieux. J'étais à J'ai ça de la raté. voir. Donc en gros, les points négatifs. Donc effectivement, un scénar assez plat, même si c'est assez rigolo, les motivations du héros et du méchant. Et effectivement, ce méchant qui n'est pas vraiment très charismatique. Ah là là. Sans vous spoiler l'intrigue, j'aime à croire qu'ils l'ont pris juste pour son prénom en fait. Parce que c'est un Ajax. peu non, bah prénom c'est Francis. Ah oui, Francis. Qui est un peu l'histoire du truc. Donc voilà. À part Attends, tu veux dire le prénom? Non, mais pas le prénom de l'acteur. Non, le prénom du Ah, héros. Ça aurait été méta, ça aurait été bah oui, tellement c'est vrai. bien. Ça aurait été ma boule quoi. Donc voilà, donc effectivement un scénario assez plat C'est pour et ça le un problème de ce méchant. film c'est que tu penses à tous les trucs qui auraient pu être géniaux. Mais ça se trouve il y en a. Ça se trouve il y a des trucs qu'on a pas Ouais, vu. je sais pas. Un scénario assez plat et un méchant un peu fade, donc ça c'est dommage, mais effectivement je trouve que Deadpool est très réussi au niveau de la construction du perso, même si ils ont changé l'origin story, ce qui pourrait déplaire aux gros fans. Ryan Reynolds très très bien. Visuellement c'est assez propre, surtout qu'il y a une putain d'intro, un générique d'intro assez rigolo et visuellement assez Le cool. générique d'intro du début, du commencement ou pas? Oui. On arrête les pléonasmes. Ça peut être un générique Ah de oui. fin. Non, c'est pas le générique de fin. Donc tu te tais. Ouais. Oh là là. T'es censé être mort, hein, je Stay crois, hein. fucking Ouais, c'est dead. clair, les gars. Stay dead. Dead is dead. Et voilà, et aussi dans les effets visuels, mention donc le costume très cool d'ailleurs. Ryan Reynolds pour la petite histoire s'est barré avec à la fin du tournage, 10 ans en même temps c'est normal. Et Colossus qui donc fait un des personnages méta du coup, si j'ai suivi ce qu'a dit Adrien parce qu'il dépend d'un autre comics, bon, bref, qui est très cool visuellement, qui a rien à voir avec le Colossus des autres X-Men, donc c'était plutôt cool. Donc voilà, je me suis marré, j'ai bien aimé les blagues, peut-être pas assez de méta parce que nous, enfin vu qu'on connaissait le perso, c'est ce qu'on attendait le plus j'imagine. Enfin. Je vois Adrien qui hoche la tête, c'est pas forcément pas assez de méta, mais c'est plutôt trop du même méta. C'est-à-dire, Pour je moi, regarde on la reste un caméra, peu sur le je clin d'œil. parle, quoi. voilà, le clin d'œil, je regarde la caméra, je parle aux téléspectateurs et tout, mais c'est vrai que j'aurais préféré d'autres trucs un peu plus poussés, mais je me dis qu'ils en ont peut-être un peu gardé sous le coude pour le 2. C'est pas un budget Marvel, enfin de d'habitude, c'est un plus petit budget qui a été rentabilisé le premier week-end, donc ça c'est mortel. Ouais. Donc je pense qu'ils étaient un petit Faut peu... bien dire que le film cartonne. Oui, bien sûr. Ils étaient un peu Cartonne frileux. Je pense véritablement. qu'ils étaient tous à donf. Ryan Reynolds en premier qui porte le projet, Tim Miller aussi depuis longtemps. Ils étaient tous un peu, enfin, ils étaient méga à donf, mais aussi un peu frileux par rapport au public. Donc je pense qu'ils en ont un peu gardé sous le coude et que dans le 2 qui est déjà prévu, ils vont un peu tout exploser quoi. J'espère. J'espère, parce qu'il est aussi possible que ce soit l'excès inverse. C'est-à-dire que possible. ils se disent, que les producteurs se disent, ah là là, ce qui a marché, c'est quand ils se retournent vers la caméra et qu'ils parlent aux gens. On va en mettre partout. Donc, attendons de voir. serait dommage. Je ne sais absolument pas ce qu'en a pensé Adrien. Ah là là. On en a pas encore parlé, donc j'attends son avis avec impatience. Je suis très modéré, j'ai quand même passé un excellent moment. Moi aussi, hein. Je tiens à le préciser. En fait, le film, je pense, porte exactement toutes les qualités et les défauts du comics, enfin que moi je trouve au comics, c'est-à-dire que c'est très drôle, ça n'a jamais été très fort pour raconter une histoire. On passe un bon moment. Après, on n'en retient pas grand-chose parce que c'est une série de gags. Et je suis sorti du film en me disant qu'est-ce qu'il y a eu de drôle déjà. Et tu sais, en fait, c'est tellement du comics de moment que finalement, il n'y a pas vraiment un grand moment de comédie. Ouais. Tu vois. C'est vrai. Moi, je vais rebondir sur ce que tu disais en ajoutant que pour moi, en fait, Deadpool est un personnage qui se justifie le mieux lorsqu'il est inclus dans un autre groupe de personnages, en fait. Exactement. Et qu'il joue l'agent perturbateur et méta d'un récit qui, à la base, ne semble pas l'être. Je pense à C'est pour ça Uncanny X-Force, par On exemple. rêve qu'il soit dans Infinity Gauntlet, enfin Infinity War en Exactement. 2019. Et du c'est coup, un film Deadpool en soi m'intéressait peu finalement, à part
en servant de pilote pour nous présenter le personnage, ce qu'est finalement ce Deadpool-là. Donc moi qui ai un Deadpool 2, soit, pourquoi pas, mais soit il faut donc plus de thunes pour pouvoir inclure plein d'autres personnages autour de lui et que en fait ce soit le seul de cette bande de personnages à être méta, ça va commencer à devenir comme badass méta, on va tellement l'utiliser que ça va perdre de son sens. Soit il faudrait pas de deuxième film Deadpool, mais au contraire que le personnage se balade de film en film en trimballant avec lui son concept. Moi il y a un truc auquel on en a parlé là pendant ton focus sur le méta, et c'était une des réflexions que j'avais fait à Ben lorsqu'on est sorti du cinéma. Ce qui m'a déçu dans ce film, c'est son manque d'ambition narrative. Qui aurait pu en faire justement le Last Action Hero des films de super-héros, c'est-à-dire qu'avec un personnage comme Deadpool, il y avait de quoi faire sortir le personnage de l'histoire et ce qu'il fait pas vraiment en fait. Ce qu'il ne fait pas vraiment. Genre assis sur une chaise de réalisateur avec tu vois. Par exemple, mais même inclure ça à grande échelle quoi. Vas-y Adrien. Non mais il révèle l'envers du truc quand même en mentionnant plusieurs fois le fait qu'il est un film. Enfin, le fait que ce soit un film en mentionnant le nom d'acteur en mentionnant toujours un peu le même acteurs. genre de méta quoi. Mais pas vraiment parce que tu vois ça commence en fait par le fait dans la première seconde il enlève, enfin pas dans la première seconde mais dans la toute première scène il enlève un chewing-gum qui est collé sur la vitre mais du coup qui en fait du coup est collé sur la caméra. Ouais. Donc, et tout de suite à ce moment-là on sait qu'il a conscience qu'on le regarde de ce côté-là. Oui, tout à fait. Il y a le fait qu'il mentionne qu'il y ait peu de budget pour le film. Oui, il y bien a sûr. le fait qu'il fait directement référence aux autres maisons de production. Mais enfin, en fait, je suis complètement en fait. d'accord avec ce que tu dis. Il y a plein de choses, mais c'est plein de petites choses disparates. Alors Mais que selon moi, en fait, c'est pas construit quoi. ça aurait été vraiment bien qu'il y Exactement. ait une réflexion de fond C'est du gag. Mais sur Deadpool n'a c'est jamais du fait gag ça. quoi. Deadpool n'a jamais, Sauf justement lorsqu'il est inséré dans une histoire. Oui, il est un peu donne- spectateur lui-même quoi. Parce Voilà. qu'il donne le recul à ce moment-là sur le truc. Exactement. Et je pense que Deadpool 2, en fait le problème c'est que je suis pas sûr que Deadpool puisse porter autre chose scénaristiquement qu'une origin story à lui seul. Ouais, c'est ça, c'est ce que je dis. Et donc voilà, effectivement pour une suite, alors si il y a câble ou je sais pas, enfin tu vois moi ça me parle pas des masses, mais peut-être effectivement que je peux passer la parole à Eric. T'as pas réussi à conclure ta. En fait, il y a un. Mesdames et messieurs, Eric Qui revient. The Walking Dead. Il y a un Sitting Dead, je suis assis. Il y Putain, la a, gueule de il y a la une série. chose, il y a une chose que vous avez soulevée. On parle vraiment du film là. Quand on regarde les comics Deadpool, vraiment ceux qui s'appellent que Deadpool, pas X-Force, pas, même dans les X-Men dans lesquels il apparaît, les histoires elles sont toujours absurdes. C'est-à-dire que c'est des choses qui au cinéma, c'est Roger Rabbit en fait. Et Ah ouais, mais formidable, je dis pas génial. que c'est pas bien, Faites mais ça. pour un premier film, c'est super difficile de marketer. Il y a- Là, ils sont obligés de garder un certain réalisme par rapport aux autres films X-Men si tu veux pouvoir y faire référence et si tu veux surtout pouvoir les inclure. Je sais pas, parce que justement la base du marketing du film, c'était d'expliquer que justement ça allait être un truc complètement what the fuck. Et donc, c'est un héros. Faut quand même se remettre un tout petit peu dans le marché, quoi. Il y a combien de personnes en France qui connaissent Deadpool? Ah oui, peu, ouais. Enfin, dans France, dans le monde. Donc du coup, il faut quand même expliquer le personnage. C'est difficile de le faire autrement que par une origin story. Bah, ça dépend. En fait, ça aurait été génial que, avant d'entamer son histoire, Deadpool se pointe habillé en professeur et dise alors je suis Deadpool et qu'il explique lui-même son origin. Les mecs ont story. dépensé 150 millions, ils pouvaient très bien louer les services d'un acteur dans chaque salle de cinéma du monde déguisé en Deadpool qui s'assoit à côté de toi. Ça c'est méta. Tu regardes un film. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a un truc dont on n'a pas parlé et qui est du coup radicalement différent du comics. J'ai dit tout à l'heure que l'origin story elle était un peu différente. C'est qu'il y a une histoire d'amour et je crois que dans Deadpool c'est pas trop dans le comics Deadpool c'est pas trop ça. J'en ai aucune idée. Bah, se moi je marie à crois qu'il veut plusieurs toujours la reprises, mais nana bon, mais qu'en fait il a jamais c'est un pas- mec qui est enfin il est moche, il est toujours sur son masque, il repousse lui-même les meufs dans le sens où il est toujours C'est hyper ça qui est indépendant. cool, c'est qu'il arrive quand même à se taper celle qu'il veut, quoi. Voilà, là il y a une histoire d'amour. Donc je me dis qu'en fait, au-delà de tout ce qu'on a dit et je contredis pas ce que vous avez dit, je pense qu'il y a aussi cet angle qu'ils ont voulu faire où ils ont dit OK, on va faire une origin story, OK.
c'est peut-être pas le meilleur choix, mais ok. Mais on va mettre notre truc à nous, c'est-à-dire il y aura une histoire d'amour, il y aura une nana, enfin ça sera la motivation principale au final, c'est ça, parce que sans la nana il aurait jamais fait l'expérience. Ouais, elle me motive principalement. Ah bah oui, Morena Baccarin, bon voilà. Bonsoir. Bonsoir madame. Et non, Bienvenue. et par contre, depuis tout à l'heure je dis que c'est toujours le même genre de méta, mais je vais me contredire moi-même en vous disant un petit croustifact, comme dirait mon ami Bastien Vives. Bah oui, c'est un fait mais croustillant. En fait, ils ont fait un truc que le MCU ou le DCU n'a jamais fait, et c'est assez dingue et c'est ultra méta. Je sais pas si vous vous souvenez, j'en ai parlé un peu avec Zef, donc je lui donne le crédit aussi pour cette anecdote parce que j'aurais pas pu être aussi complet sans lui. Salut Zef. À un moment en fait dans la scène de fin où il y a plein de mecs armés qui sont en fait les sbires du méchant, à un moment il va shooter un gars et il s'arrête et il dit putain Bob. Oui. Et en fait là, moi j'avais pas eu le clin d'œil, je me suis juste dit ok, c'est cool, il connaît un gars dans les méchants et c'est cool. Et en fait c'était pas celui qui était avec lui dans le. Eh ben en fait non, c'est juste qu'en fait chez Marvel il y a un mec qui s'appelle Bob et qui bosse chez Hydra. Donc là en l'occurrence vu qu'ils ont pas les droits chez Fox, ils ont pas mentionné le nom d'Hydra. D'ailleurs on s'en rend pas compte. Enfin c'est pas Hydra quoi. Il y a un mec dans le comics donc chez Marvel qui s'appelle Hydra Bob. Et en fait c'est un sbire de chez Hydra qui en fait est entre guillemets pas pote avec Deadpool, mais à chaque fois qu'ils se rencontrent en fait il lui dit ah putain Bob t'es là mon pote et tout, et genre en gros il lui rend service parce que le mec est sympa tu vois. Il rend service à Deadpool. Au final Deadpool le défonce, enfin il le tue pas mais il lui met une patate et tout ça. Et en fait c'est un peu une espèce de running gag. Et donc là où c'est drôle c'est que déjà bon clin d'œil méta tout ce que tu veux, mais en plus de ça ils n'avaient pas du tout les droits puisque Hydra Bob par définition Hydra c'est Marvel qui a les droits. Là on est sur un film Fox donc ils ont pas les droits, et du coup ils se sont quand même permis, à aucun moment ils ont dit Hydra, ils ont juste dit Bob, mais évidemment c'est un énorme clin d'œil à tous les fans qui vont reconnaître Hydra Bob. Donc juridiquement, ils risquent rien, donc les avocats de chez Marvel ont dû dire bah les gars on peut rien faire, désolé monsieur Stanley, on peut rien faire, enfin c'est pas lui, c'est plutôt Kevin Feige. Et du coup c'est hyper drôle parce que ils ont été assez culottés pour faire ça, il y a aucune incidence juridique, mais c'est juste pour dire ok les gars on va aller dans le méta tellement loin que on va faire un truc dont tous les fans rêvent, c'est-à-dire être trans studio entre guillemets et aller vous faire enculer les droits. Nous on a envie d'être là, c'est Deadpool, et ça par contre chapeau bas quoi. Ouais, j'avais pas saisi ce clin d'œil. Effectivement, il est cool. Effectivement, il est cool. C'est malin parce que c'est aussi du fan service et ça passe si tu connais pas. Ouais. Ça reste marrant. C'est pas un truc obscur. Mais du coup, est-ce que la scène là, est-ce que ça serait pas un espèce d'aéro porteur façon Captain America porteur, genre on dirait quand même vachement ça. Quoi. Putain, ouais, ça y ressemble beaucoup. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça. En plus cheap quoi. On dirait un backbone. C'est vrai que c'est peut-être. En fait, on dirait que tu vois, ils ont utilisé Nelly Carrier, voilà. On dirait qu'ils ont utilisé le décor. C'est une énorme référence, pas trop déguisée. Aux Avengers. Et oui, il dit aussi à un moment, il y a pas une référence genre on fait tomber des trucs de super-héros. Genre il y a une ville qui se pèterait. Je me demande s'il n'y a pas une référence à Age of Ultron effectivement. Je crois qu'il y a ça. Ouais. En fait, ça ressemble très fort à ce que pourrait ressembler la fin d'Age of Ultron, quoi. Ouais, complètement. Ouais. Assez d'accord là-dessus. Donc globalement, un film que les gens ont apprécié, mais bien, mais peut mieux faire, quoi. T'es d'accord, Eric, ou pas? Non, pas du tout. Moi, j'ai beaucoup aimé. D'accord. Non, mais j'ai bien aimé la dose de blagues. Le fait que le scénario soit faible, je m'y attendais parce que, pour les raisons que je dis tout à l'heure, c'est compliqué. Et donc, vu que tu t'y attendais, on peut dire que c'est pas grave? Bah oui. Ah bah d'accord. Non, mais je savais que ça allait être nul, donc c'est pas grave si c'est nul. Parce que je le savais en avance. Je savais que le scénario serait pas du niveau de, ils l'ont pas écrit ils ont mis du temps à l'écrire, mais en même temps il était tout seul le mec. Miller, non c'est pas Miller, si ça. Tim Miller, ouais, c'est ça. Avec Reynolds, donc voilà, tu vas pas très loin. En tout cas pas aussi rapidement qu'une usine comme Marvel Studios Webben. Oh, il a pris le rôle de Joe. Non mais en fait non, juste en parlant de Ryan Reynolds, c'est toujours du méta parce que c'est le sujet. Ce qui est assez rigolo, c'est que Ryan Reynolds a raconté qu'en fait il avait pas découvert Deadpool, mais il avait eu envie de porter le film, et il l'a fait pendant 10 ans, donc il a vraiment eu envie. Le jour où en fait il a ouvert un comics Deadpool et qu'il a vu, donc c'était bien avant que Ryan Reynolds soit dans l'affaire, a vu je sais pas quel issue c'était, mais bon c'est pas grave, Deadpool dire putain j'ai une gueule de merde, je ressemble pas à Ryan Reynolds. Donc là méta sorti de nulle part, et là Ryan Reynolds en question a dit ok je sens que je vais faire ce rôle un jour, et là il a eu l'envie. Bon je fais des raccourcis, mais en gros c'est ça, c'est ouf. Donc Ego Trip plus méta. Bah Ego Trip non, c'est pas lui. C'est pas lui qui a décidé de mettre le nom dans le comics. Il a été flatté peut-être, mais il s'est juste dit c'est tellement cool. Ça se trouve il aime le méta, j'en sais rien, je le connais pas, mais en tout cas il dit non mais en vous fait, aimez le méta, tout ça collé ensemble. C'est dingue. Je trouve ça vraiment très bien. Tout colle en fait, c'est vraiment bien.
Et donc pour finir mon avis, oui non, ça n'a pas du tout dérangé et je me dis que par contre effectivement s'ils veulent un 2, faut pas se baser sur ce qu'il a dit à la fin. Pour moi c'est juste un truc pour faire un truc et que tout ce qui était mentionné n'est pas forcément vrai dans le sens où tu parles de la scène la post crédit qui est d'ailleurs un clin d'œil à la folle journée de Ferris Bueller. Oui pour ceux qui que je vais pas trouver 20 dingo. J'aurais bien aimé un truc. T'as vu la folle journée de Ferris Bueller Non, ou pas donc je n'ai pas la bah référence, voilà. mais j'ai été pour un revenir peu, sur Deadpool, Putain, mais il est chiant ce mort-vivant là. je vais la comparer à en fait pour les personnes qui connaissent Arrested Development, tous les précédemment dans et la semaine prochaine dans Arrested Development n'ont rien à voir avec les épisodes. Et je me dis que, enfin, cette série est complètement méta aussi, hein, on pourra en parler dans une autre émission, mais ça pourrait tout à fait, qui pourrait tout à fait être, le comics j'achète tout de suite, qui pourrait tout à fait être une fausse piste pour la suite. Et pour finir là-dessus. Ouais, c'était bien, c'était sympa. C'était sympa. Voilà. Je suis nul en revue, moi. C'est sympa. J'ai une dernière question. Ouais, rapidos. Est-ce qu'une méta-cagoule, c'est une cagoule dans une cagoule? Ok, on peut arrêter l'émission. Ta gueule. Voilà, je pense que sur cette émission est terminée. Je terminerai en disant que j'avais peut-être pas fait gaffe, mais Astérix et Obélix est une œuvre profondément méta. Pourquoi? Bah, la bande dessinée Astérix et Ouais, Obélix, mais pourquoi c'est méta de A à Z, parce que c'est blindé d'auto-références, Oui, bien sûr. d'auto-citations et Effectivement. Voilà, très très méta. C'est tout ce que j'avais à dire à propos de ça. Voilà, Comics Outcast, c'est Alors terminé. que Tintin et les Picaros, pas du tout. Pas du tout. Non, contrairement à ce Effectivement. qu'on l'on pense communément. Jamais. Comics Outcast 40 est terminé. On est content. On a terminé l'émission 40. Putain, ça veut dire qu'on se rapproche de la 50e et ça va être foufou. Donc ça veut dire je peux que Eric déjà a vous pas dire tenu qu'on va créer plus de 39 une émission en direct avec un barbecue géant auquel on va tous Effectivement. vous inviter. Et il y aura aussi donc Grant Morrison et Tout à Jeff fait. Lemire Ouais. qui apportent du X-Sider. Voilà, exactement. Donc vous allez vraiment kiffer la 50e. C'est Eric qui a dit qu'il allait tout organiser. On a vraiment hâte. Sachez que cette émission ainsi que toutes les précédentes sont donc téléchargeables gratuitement sur le site de Radio Kawa, que vous pouvez toujours réagir même après avoir écouté l'émission, n'importe quand en fait, sur Twitter, sur Facebook, dans sur 6 Instagram, ainsi que non mais il y a des gens qui réagissent après coup à certaines thématiques qu'on a abordées et on essaye de prendre le temps de vous lire et de vous répondre lorsqu'on vous trouve pertinent, lorsqu'on vous trouve juste inintéressant, on ne répond pas. Ou beau si vous êtes Ou beau. beau, voilà, si vous êtes beau également, n'hésitez pas à faire péter des photos de profil stylées. Ou de face, si voilà. vous voulez. Ou de dos même. Tu peux sortir. Ben non. Benjamin, Oui. merci de votre présence ce Mais soir. écoutez, c'est une excellente idée. Que je ne sais pas. puis-je révéler de votre actualité Eh bien, mon actualité ce mois-ci, mon Jojo, on fait pas de c'est quoi, je sais Non, pas si t'as c'est vrai. vu, parce que pas Je le me temps. demandais et pourquoi que- j'avais pas de tes news d'ailleurs, Ouais, c'est ça. à un moment il va me Non, mais relancer. en fait, en gros, pas trop le temps et du coup, plutôt que de faire un truc à l'arrache, on va faire un truc bien pour le mois de mars. C'est tout à Je te ton l'annonce honneur. maintenant, on en fait un truc bien en mars. Mhm. Et puis voilà, donc sinon, je lis plein de comics, je lis des conneries sur Twitter et puis voilà. Très bien. Tout va bien. Adrien, une pensée ou quelque chose que vous pensée, un souhaiteriez, parfum. vous souhaiteriez conseiller à nos auditeurs et nos auditrices qui s'éloigneraient peut-être du milieu du comics, comme par exemple du jeu vidéo, je ne sais pas. Oh là là, c'est méta. Oui, il y a une super programmation sur Philippe Cadic sur Arte. Ah ouais, voilà, bah ouais, par exemple. Moi j'avais peut-être envie de dire ça. Bon, Très bien, cherchez voilà. quoi, regardez. Voilà, allez sur arte.fr. Arte.tv en fait. Ah non, Arte, non mais il y a Arte créative. Voilà, c'est ça, exactement. Créatif.arte.tv. Cet homme n'aime tellement pas parler de son boulot alors qu'en fait, autopromo les gars. Ouais, on s'il a parle le aussi droit, bien, on c'est a le parce qu'il droit. travaille chez Arte, voilà. Eric. Oui. Bon bah toi tu non hein, rien. Je suis fait malade. opérer, alors voilà. Complètement malade, donc je vais rester à la maison, je vais lire plein de comics, je vais me rattraper, je vais finir Secret Wars, pardon, excusez-moi. Je vais aller au cinéma, je vais pas aller au travail, j'ai dit que j'étais arrêté. On s'en fout. Quand est-ce que tu vas acheter Et du j'ai pain joué à Street Fighter 5 Ouais. et j'écoute un podcast génial anglophone qui s'appelle Welcome to Night Vale, que je vous recommande si Très vous bien. aimez les trucs un peu bizarres, la 4ème dimension, ce genre de choses. C'est de la fiction ou c'est C'est de la fiction, ok, humoriste, enfin, avec un peu d'humour, beaucoup de fantaisie, beaucoup de conspiration, c'est n'importe quoi et Ok. c'est super bien écrit. Bon, je terminerai en faisant ma petite auto-promo. Donc vous pouvez me retrouver tous les matins dans les maternelles sur France 5 à 9h, ainsi que tous les soirs sur WeFM dans Cocktail de 19h à 23h. Et puis sinon, chez vous, il suffit de m'envoyer une petite invite. Et puis je viens avec des chips. prendre l'apéro. Je viens avec des chips et puis on se fait un petit apéro. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. On vous retrouve dans 2 semaines sur Radio Kawa. D'ici là, portez-vous bien. Que la force soit avec vous, les amis. Ciao! Alors des bisous.